Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on décortique et analyse l'écosystème et l'actualité de la pop culture. Alors, pour ce numéro 107, nous allons parler d'un studio, Blizzard, car oui, la semaine dernière on parlait de la Paris Games Week, mais il y avait d'autres choses dans le monde du jeu vidéo, il y avait notamment la BlizzCon, donc on va parler de la BlizzCon et du studio Blizzard. Pour ce faire, un plateau bien rempli puisque le sujet est vaste, nous recevons Sam Vostok. Bonjour Sam. Bonjour. Tu es conteur, tu es youtubeur, tu racontes l'histoire de Warcraft sur YouTube. Exactement. Très bien, tu pourras nous éclairer de tes connaissances sur ça. En face de toi, ton comparse de vidéo, c'est ça, Chazi? Oui, c'est ça, c'est complètement ça. Et tu officies également pour le stream et jeuxvideo.com. Oui, c'est ça, je suis directeur technique pour Webedia. D'accord, très bien, merci d'être là. Nous recevons également sur Replay, bonjour. Hello. Tu es caster Overwatch. C'est ça, très bien. Donc tu pourras nous parler spécialement d'Overwatch. Je sais qu'on a une autre joueuse d'Overwatch en plateau qui revient tout juste de la BlizzCon. Bonjour Chloé. Je vois pas de qui tu parles. Bonjour. De toi. Ça va, bien remise de ton voyage aux États-Unis? Ouais, j'ai dormi jusqu'à 13h aujourd'hui, ça va très bien. Alors si tous les goodies que vous pouvez voir autour de la table, la plupart sont à toi, non? J'ai fait chauffer la carte bleue, j'ai dépassé mon plafond, j'ai dû appeler mon banquier un peu en panique quand j'ai dû lui dire mais j'ai une taxe d'habitation à payer aussi en plus, s'il vous plaît. C'est pour la bonne cause, nous avons un magnifique plateau que vous pouvez voir. Et enfin, Guillaume. Comment vas-tu, Guillaume? Eh bien, ça va très bien. Alors moi j'étais pas à la BlizzCon, mais j'étais à la Paris Games Week et je m'en suis remis. Donc, tu étais avec nous la semaine dernière pour en parler. Bien écoutez, programme chargé, bonjour à tous sur le chat. On va commencer tout de suite avec les critiques. Mais c'est de la merde! Et sans perdre de temps, on va commencer avec toi, Chloé, enfin toi ou PJ, je ne sais pas, pour nous parler de Luigi's Mansion. Oui, car on m'a laissé une lettre, effectivement. Donc, je vais devoir m'imprégner du personnage. Chers tous, ici PJ. Je vais vous parler d'un jeu sorti il y a quelques jours sur... non, d'ailleurs, pendant mes vacances, j'ai vraiment pu profiter pleinement de ce jeu magnifique qui est Luigi's Mansion 3. Bah oui, donc Luigi's Mansion 3. Pour avoir joué au premier sur GameCube et l'avoir adoré, je ne vous cache pas que les suites ne m'ont que peu emballé. Pour moi, Luigi's Mansion était ce genre de jeu qui se suffit à lui-même. Certes, le gameplay pouvait être parfois un peu rigide et certaines quêtes fastidieuses, mais l'ambiance générale sauvait le tout. De la satisfaction d'aspirer tout ce qui nous tombait sous la main à Luigi, rappelant à son frère d'une voix hésitante en passant par les personnalités des fantômes, c'était difficile pour moi de voir ce qu'une ou plusieurs suites pouvaient réellement apporter. Donc PJ t'a envoyé une lettre, je connais un petit peu la manière dont il écrit, je pense que maintenant il va nous parler, il va nous raconter le jeu, c'est ça? C'est bien vu. Il anticipe même toutes tes réponses. Niveau histoire, on est sur du niveau Mario. Luigi et compagnie, comprendre Mario, Peach et trois Toads, sont mystérieusement invités dans un hôtel de luxe. Et comme manifestement leur mère ne leur auront jamais appris à ne jamais répondre à une invitation dans un hôtel de luxe où on ne connaît pas, ils y vont. Et là, aux surprises, ils se font piéger par le roi Boo qui transforme tout le monde en tableau, sauf Luigi qui trouve comme par hasard l'aspirateur à fantômes dont il a exactement besoin à ce moment-là. De toute façon, perso, on m'a vendu du chassage de fantômes à la Ghostbuster, peu importe pourquoi, envoyez la sauce. Là, j'imagine que c'est le moment où il va nous parler d'esthétique. Balèze, vous l'aurez compris, donc exit la maison hantée, bienvenue dans Shining. Les couloirs grinçants au papier peint poussiéreux laissent place aux suites les plus extravagantes les unes que les autres. Car qui dit hôtel de luxe dit forcément tout pour plaire aux désirs les plus absurdes des clients les plus fortunés. Ainsi, difficile de ne pas trouver étrange une jungle ou un désert à quelques étages de différence. Cette diversité dans les thèmes est une véritable bouffée d'air qui offre déjà un changement esthétique bienvenu, mais permet aussi de justifier plein de choix de gameplay très intéressants sur lesquels je n'hésiterai pas à revenir au paragraphe suivant, n'est-ce pas mon cher petit Alexis? Autre petit truc sympa que j'ai trouvé, le Virtual Horror. Dans le premier volet, le professeur Catastrophe, l'inventeur de votre Ectoblast, pouvait communiquer avec vous via un formidable gadget, le Game Boy Horror. Franchement, c'est tout bête, mais que l'interface in-game des menus se fasse sur un écran de Game Boy, ça me faisait fondre. Mais alors là, reprendre ça façon Virtual Boy, tout est rouge et en simili 3D. C'est pas tous les jeux qui vous donnent envie de passer du temps dans leur menu. Léger bémol, cela dit pour ma part, le soin apporté à la présentation des fantômes. Je les ai trouvés moins marquants que dans le premier. Et pour ce qui est des boss, l'absence des dialogues doit jouer sur la construction de leur background et donc forcément de l'attachement. Mais tout cela est bien sûr relatif. Est-ce que ce serait pas le moment de passer au paragraphe sur le gameplay de cette lettre? Courage, c'est bientôt fini. Mais bien évidemment, que serait Luigi's Mansion sans du bon aspirage de fantômes des familles? À ce niveau-là, on reste en terrain connu. Une caméra fixe en légère plongée, un stick pour bouger, un autre
pour orienter l'aspirateur, une gâchette pour aspirer, l'autre pour expirer et Bill Murray pour habiller. Petite nouveauté qui m'a fait perdre beaucoup trop de temps d'ailleurs, quasiment tout est aspirable, de la table basse à la poussière. Je vous raconte pas le niveau du désert quand on est toqué comme moi. Mais évidemment, qui dit suite dit forcément nouvelles compétences. Et là, le prof Tastroff, il n'y est pas allé de main morte. De l'apparition de Gluigi, double encore plus verdâtre que notre Mario vert qui permet d'être à 2 endroits à la fois, aux ventouses à aspirer pour ouvrir des passages, votre arsenal grandit de façon conséquente. Ce qui tombe plutôt bien quand on voit les nombreux étages que vous aurez à explorer. Chaque nouvel étage se débloque en obtenant le bouton d'ascenseur pour y accéder. Petite surprise au début où la progression des étages n'était pas linéaire mais qui s'est malheureusement essoufflée très vite. Cela dit, vu le backtracking qu'on vous demandera de faire, ça n'aura pas beaucoup d'importance, puisqu'à chaque étage, en plus de remplir les conditions nécessaires pour avancer dans le jeu, il est possible de collecter 6 gemmes et un bout. Il est d'ailleurs possible de faciliter leur chasse en achetant des détecteurs au magasin avec l'argent que vous aurez collecté durant vos pérégrinations. Elle n'est plus que la conclusion et on est bon. Et ben au final, quelle bonne surprise ce Luigi's Mansion 3. Du fun à tous les étages, que ce soit seul ou à plusieurs, même si l'aventure solo se suffit en elle-même. Mieux qu'un bon jeu ou une bonne suite, j'irais même jusqu'à dire que Luigi's Mansion 3 est le meilleur opus de la licence. Dans tous les cas, je vous souhaite, mes chers hyperlinkos, une très bonne suite d'émissions pleines de blizzarderies post-2000 auxquelles je n'y pige strictement rien. Bien à vous, PJ. Alors merci Chloé ou PJ pour le petite histoire. PJ a testé le test mais il ne pouvait pas être avec nous. Tester le jeu, c'est mieux. Il ne pouvait pas être avec nous pour en parler aujourd'hui. Donc merci à lui et merci à toi Chloé pour ce roleplay, j'ai envie de dire. Ça me rend toujours plus proche de lui. Est-ce que quelqu'un a joué à Luigi's Mansion 3 autour du plateau? Pas encore. Non, pas du tout, désolé. J'ai un peu l'impression que c'est le jeu surprise que personne n'attendait forcément et qui s'avère être une excellente surprise de cette fin d'année pour Nintendo. Donc tant mieux, tout le monde a l'air de le recommander, donc nous aussi. À mon avis, il n'y a pas à être déçu de toute façon avec les jeux Nintendo et Luigi's Mansion en fait partie, quoi. Mais le deuxième opus avait un peu divisé parce qu'il y avait moins d'unanimité, mais celui-là a l'air d'être vraiment un excellent jeu, donc Hyperlink vous le conseille. Merci à tous, on va passer donc à la deuxième critique. C'est toi Guillaume qui t'y colle, tu vas nous parler de quoi? The Outer Worlds. Bah écoute... Et tu as donc alors si je remets en contexte voilà. Outer Worlds, donc c'est le dernier jeu des papas de Fallout si je ne me trompe pas. Ouais, en gros. Et alors il doit y avoir un lien entre ces deux licences. Alors ouais, effectivement, tu crois pas si bien dire, tant sur le fond que sur la forme. On parle ici d'Obsidian Entertainment, donc le studio qui développe le jeu, qui est né des cendres de Black Isles, notamment d'un certain Chris Avlon qui a écrit les premiers Fallout, le 1 et le 2, et les séries d'Icewind Dale, Peskem Torment, ou encore pour avoir édité à l'époque un certain Baldur's Gate que les fans de RPG connaissent bien. On touche là donc à la légende du computer RPG à l'ancienne. Black Isles devient alors Obsidian Entertainment en 2003 et on leur doit une ribambelle de projets plus ou moins un succès comme KOTOR 2, Neverwinter Night 2, Alpha Protocol, Fallout New Vegas dont on reparlera pour cette critique de The Outer Worlds, le fameux South Park, le bâton de la vérité, et oui, la série des Pillars of Eternity, ou encore le dernier, du coup on en parle, The Outer Worlds qui nous intéresse aujourd'hui. Petit aparté, si Obsidian est aujourd'hui un studio de Microsoft depuis un an tout pile, c'était le 10 novembre 2018, The Outer Worlds est le tout dernier projet multiplateforme et avant de se lancer exclusivement dans les projets de la firme de Redmond. Merci pour ce rappel, on sait un peu maintenant qui a développé le jeu. Tu as parlé de Fallout New Vegas, quel rapport, qu'est-ce qu'il y a à voir entre ces deux titres? Eh bien, ceux qui connaissent bien le studio le savent, Obsidian est avant tout connu pour être un faiseur d'univers et faire des jeux avec une écriture très intelligente. The Outer Worlds n'est ni plus ni moins qu'une vision alliant la philosophie d'un Fallout New Vegas au délire d'un Borderlands matiné avec un peu de space opéra à la Mass Effect. Alors ouais, on se rapproche énormément de la structure d'un Fallout New Vegas, pour ceux qui connaissent, mais cette fois-ci dans l'espace, d'autant plus qu'il reprend aussi quasiment la totalité et la forme, en quasi-totalité, la forme FPS RPG adoptée depuis Fallout 3 par Bethesda, donc qui a repris la licence à partir du 3e épisode. Après la traditionnelle création de personnages habilement menée par le scénario, en gros on incarne un personnage qui s'était retrouvé cryogénisé pendant près de 70 ans par un savant fou dont l'objectif était de recoloniser le système solaire dans lequel notre personnage va avoir ses pérégrinations. Une fois sur pied, on se retrouve dans un déroulé assez familier à base de missions principales, secondaires et des objectifs liés aux compagnons que l'on rencontrera au gré de nos pérégrinations. J'ai parlé de Space Opera à la Mass Effect tout à l'heure, puisque contrairement au déroulé relativement solitaire d'un Fallout, The Outer Worlds nous incite fortement à voyager en groupe et d'explorer diverses planètes à bord de notre vaisseau. J'ai également parlé de Borderlands, car malgré l'école RPG, le jeu reprend un virage bien plus action que les productions dont on avait l'habitude chez Obsidian. Et
on ressent cela avec le nombre d'armes, leur impact et le nombre d'ennemis, les barres de vie au-dessus des persos, enfin bref, tout ce qui fait l'enrobage des FPS RPG d'aujourd'hui. Fini également le système de VATS, vous savez, c'était la fameuse pause active où tu pouvais choisir un peu là où tu allais tirer sur tes persos pour pouvoir faire plus de dégâts, des dégâts critiques. On garde tout de même un aspect tactique dans les modules à ajouter à nos pétoires, hein, qui ont pour effet de provoquer divers cooldowns ou malus temporaires. On a également droit à un système de stase qui est donc une sorte de super ralenti permettant de se sortir de situations périlleuses et d'en savoir un peu plus sur les stats des ennemis. On comprend à peu près le jeu. Tu as parlé donc aussi d'une philosophie Obsidian. Est-ce que finalement c'est plus qu'un simple Fallout dans l'espace avec plus d'armes ? Alors en fait, pour tout vous avouer, j'avais un peu peur au début de me retrouver face à un pastiche spatial d'une formule qui avait déjà fait ses preuves côté post-apo, et au final je me suis plutôt attaché à cet univers et au code bien établi, bien qu'un peu bordélique dans son déroulé. Alors on n'est pas dans un Mass Effect non plus, hein, il y a seulement 4 planètes à explorer et quelques stations spatiales dont on fera vite le tour, même si on n'est pas dans un monde ouvert à la Bethesda. Les environnements, la géométrie des zones à explorer, ça évite un peu la redondance. Les planètes possèdent chacune leur propre direction artistique, personnages, factions, ennemis, bref, on a quand même de la diversité. Bon alors on va pas se mentir, hein, le jeu c'est pas non plus une merveille de technicité, les animations de manière générale elles sont toujours un peu archaïques, depuis Fallout 3 ça a pas vraiment changé de ce côté là, mais il a le mérite de proposer un visuel et assez propre et varié. Alors dommage que les villes et les zones intérieures n'aient pas été aussi travaillées que le reste, encore une fois on est dans l'habitude, hein, on travaille surtout les zones extérieures. Et les personnages que l'on croise en dehors des personnages principaux auraient pu être aussi un peu moins copier-coller. Bon alors, Obsidian est moins connu pour faire des beaux jeux que pour son écriture des jeux et de nombreux dialogues à choix multiples qui ont une véritable ramification dans leur déroulement. En fonction de ces choix, on va dessiner la destinée de ces personnages et de leur réputation auprès des locaux, des factions et des tribus. À chaque niveau gagné, on gagne des points de compétences à dépenser dans divers domaines comme la force, l'intelligence, le leadership et les dialogues. Ce dernier d'ailleurs, je vous conseille si vous comptez jouer au jeu à le maxer au maximum, parce que vous vous en doutez, ces choix seront primordiaux afin de vous débloquer plus facilement l'accès à des étapes de quête. Bref, vous connaissez maintenant le principe si vous avez joué au moins une fois en Fallout. Et je parlais aussi justement de l'écriture, et c'est là que le bas blesse. Même si Obsidian garde son côté subversif et facétieux dans sa philosophie, je trouve qu'on est encore loin d'atteindre le génie et la plume d'un Fallout New Vegas qui arrivait à nous proposer de véritables sensations de choix corléniens et un système de réputation qui avait vraiment son importance. Bref, tout ce que faisait le sel du studio quoi. Et The Outer Worlds reste assez sage, assez manichéen dans son approche et incite moins à l'introspection. Alors ouais, ça rend pas le jeu mauvais pour autant, mais j'aurais vraiment aimé un peu plus d'originalité et une galerie de personnages aussi réussie qu'un Fallout New Vegas, encore une fois, comme le fameux Robert House que ceux qui ont fait le jeu connaissent bien. Alors ouais, j'ai apprécié The Outer Worlds, vraiment, j'ai pris plaisir à parcourir son univers, même si la fin que j'ai obtenue m'a pas vraiment apporté satisfaction, un peu trop gentil à mon goût. Y a quoi faire, et vraiment en tant que fan de Fallout et du travail d'Obsidian, je suis assez mitigé, mais si vous souhaitez de manière un peu douce de rentrer dans ce type de jeu et ce type d'univers, c'est clairement actuellement la meilleure option. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que autour du plateau vous avez pu tester ce jeu ? Non, j'ai pas testé, mais j'ai une question par rapport au choix. Ouais. Est-ce que les choix ont un vrai impact, ou est-ce qu'on est à la Mass Effect 3 ou on est une choix de couleur à la fin? Ouais, on est un peu dans le côté Mass Effect de la chose, dans le sens où en fait, plus on va maxer des compétences, notamment tout ce qui est dialogue, tout ce qui est persuasion, tout ce qui est mensonge, on va débloquer plus rapidement en fait un accès à un dialogue qui sera plus ou moins fermé. C'est pas vraiment ouvert comme un Fallout New Vegas où on avait plusieurs ramifications. Disons que c'est une bonne porte d'entrée, mais si on cherche quelque chose de plus poussé, c'est clairement pas vers The Outer Worlds qu'il faut se... Est-ce que la recette Fallout, alors que ce soit chez Bethesda aujourd'hui, avec Fallout 76 qui n'est pas un excellent jeu, là on voit donc avec cette recette Fallout New Vegas un peu améliorée mais qui n'a pas le génie, est-ce que finalement ce type de jeu de CRPG n'est pas un petit peu en train de péricliter? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller chercher du côté de Disco Elysium par exemple pour aller voir le renouveau du genre? Si on veut se rapprocher d'un Fallout à l'ancienne, entre guillemets, Disco Elysium, alors moi j'y ai pas joué personnellement, mais on a dit beaucoup de bien justement sur ce côté écriture, je pense que c'est plus vers ce genre de jeu qu'il faut s'orienter. Je pense que en fait The Outer Worlds c'est vraiment
comme je disais, la porte d'entrée au CRPG et surtout le côté action qui sera beaucoup plus mis en avant, même si ça reste pas, c'est pas un Call of, faut pas non plus se leurrer, c'est pas un jeu d'action grandiloquent, mais il y a quand même une philosophie qui émane de ce jeu. Je suis quand même assez déçu de voir ce qu'ils en ont fait quand on connaît le potentiel d'Obsidian. Malgré tout, ça reste un bon jeu entre guillemets. C'est pas voilà. Vous avez joué à Fallout autour du plateau? Ouais. Lesquels les New deux Vegas principalement. New Vegas. Ouais. Le Et 4 un peu, mais j'ai vite arrêté. Et ça t'avait plu New Vegas? Ouais, New Vegas, j'avais adoré. Et du coup, The Outer World, j'attends de pouvoir le lancer. Parce que j'ai essayé avec le Xbox Game Pass du coup de le lancer, sauf qu'il s'installe en boucle et il veut jamais se lancer. D'accord. Donc peut-être un jour. Donc peut-être un peu plus tard. Alors le jeu, je voulais rappeler, il est disponible sur Xbox, sur PS4, sur PC également, mais il sera aussi disponible sur Switch plus tard. C'est le dernier jeu Obsidian multiplateforme et après ils feront des jeux exclusivement pour Microsoft. Est-ce qu'on sait un petit peu ce qu'ils nous réservent pour le futur ou pas du tout? Pour l'instant pas du tout. C'est partie de ta stratégie de Microsoft de fin de génération, prochaine génération, beaucoup d'achats de studios et on espère qu'ils vont nous proposer des choses intéressantes pour la Xbox Scarlett, on connaît pas encore. Très bien, merci beaucoup pour ces critiques. On a été un petit peu rapide, mais c'est parce qu'on a vraiment un énorme programme qui arrive. Donc tout de suite, on fait une petite pause, on s'écoute Blizzard de Kavinsky et on revient juste après. De retour en plateau, toujours avec nos 5 personnes. Tout va bien, toujours, vous êtes toujours prêts à engager notre débat. Bonjour à tous sur le chat, je vois que vous êtes nombreux, vous êtes très motivés pour Blizzard. Écoutez, je vous propose d'y aller dès maintenant. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter, que c'est toi qui as toujours raison. Alors, le studio Blizzard, que l'on connaît aujourd'hui pour être le développeur de certains gros jeux sur lesquels nous reviendrons, a été créé quand, Chloé ? En 91, c'est une société Silicon and Synapse qui a été fondée donc par Allen Adam, Michael Morheim et Frank Pierce et qui à l'époque était une société de portage pour différents éditeurs. Qu'est-ce que c'est une société de portage ? C'est une société qui développe les programmes, les logiciels pour pouvoir faire tourner des jeux. Donc à la base, c'était pas un éditeur de jeux en tant que tel, c'était une société qui permettait à des jeux de tourner pour d'autres éditeurs. Sauf qu'à partir de 92 et 93, pour un de leurs gros clients phares, Interplay, ils vont commencer à développer plusieurs jeux jusqu'à arriver en 94, après avoir été racheté par Davidson & Associates et devenu Chaos Studio, s'est lancé le gros succès Warcraft 1, Orcs and Humans. Avant cela, Sam, ils ont eu des petits succès aussi en tant que Silicon et Synapse. Alors, le plus connu, ça doit être The Lost Vikings, du temps de Silicon and Synapse. Il y avait Rock'n'Roll Racing, il y avait Blackthorn aussi. Non. Voilà, mais c'était pas des jeux qui ont marqué. Je crois que Lost Vikings a été le plus marquant à l'époque, qu'on retrouve dans un clin d'œil dans HETS, qui est un des personnages jouables d'ailleurs du jeu. D'accord, et il y a aussi une demande de la part des fans toujours d'une suite à ce jeu, je crois, à chaque fois. Voilà. Très bien, donc Silicon and Synapse devient Blizzard. Chazy, qu'est-ce qu'il se passe après le début du succès, comment ça se déroule pour eux ? Ouais, je pense que c'est le début du succès. Quand on arrive à Warcraft, en fait, on débarque sur les RTS, on débarque sur du Age of Empires, sur le terrain du Age of Empires et compagnie, et on arrive avec un univers où on tape très fort. Clairement, avec Warcraft 1, Warcraft 2 plus tard et ensuite Warcraft 3 qui sera l'avènement on va dire du RTS et qui posera les genres, qui posera les bases en fait du RTS. Alors à titre personnel, vous autour du plateau, vous avez découvert Blizzard avec à quelle période ? Parce qu'on peut-être est-ce qu'à ce moment-là, à Warcraft 2, vous jouiez déjà au jeu Blizzard ? Sam. Moi qui suis le plus jeune du plateau. Du haut de tes 25 ans. Voilà, du haut de mes 25 ans. J'ai commencé avec Warcraft 2 en 95. D'accord. Toi, sur Replay, tu as découvert à quel... J'avais un tout petit peu touché à Warcraft 2, mais vraiment très succinctement quand j'étais très très jeune, via mon frère. Et après, c'était majoritairement du Warcraft 3, Reign of Chaos, et là, c'était parti. D'accord, donc du coup, on voit qu'il y a eu quand même un moment où il y a eu un accélérateur pour Blizzard. Guillaume, je pense qu'à partir, on va dire, de... Est-ce qu'on peut le placer à Warcraft 2 ou à Diablo en 97 ou je sais pas, à quel moment est-ce que tu placerais, toi, en fait, le succès ? Moi, je vois le succès. Bon, forcément, il y a Warcraft en premier lieu, mais c'est surtout, en fait, Blizzard, ils se sont arrangés, en fait, à une certaine période de leur vie en termes de développement, d'avoir un triptyque. C'est-à-dire qu'on a des jeux qui sont clairement identifiés pour le studio,
on a Warcraft, on a Diablo et juste après on a Starcraft qui est arrivé plus tard en 98 et c'est un peu la sainte trinité du studio où en fait à partir de ce moment là on va identifier Blizzard comme étant le maître du RTS et du hack and slash côté Diablo et c'est vraiment ce partage de licences qui a fait que le studio est devenu célèbre aujourd'hui et c'est des licences qu'on retrouve encore aujourd'hui et qui sont attendues à chaque fois, à chaque itération. Entre Chloé, on a ces sorties de jeux qui sont des gros jeux évidemment, il y a quelque chose d'autre en 96 il me semble, ils ont lancé un petit service peut-être en avance sur son temps. Ils ont lancé Battle.net en 96. Qu'est-ce que c'est Battle.net Battle.net c'est juste c'est une plateforme, un service en ligne qui permet de jouer aux jeux, ce qui à l'époque, en 96. À l'époque quand on mettait encore nos CD-ROM dans notre ordinateur pour installer un jeu en local, c'était assez précurseur à l'époque de commencer à jouer sur des premiers serveurs. Ça a été ensuite énormément développé avec World of Warcraft où ils en ont eu juste besoin au vu du nombre de joueurs, mais en sachant que Steam a été créé en 2005, on voit qu'ils avaient pratiquement 10 ans d'avance sur certaines plateformes juste de services de jeux en ligne. Effectivement, tu parlais tout à l'heure de Warcraft 3, donc Warcraft 3 qui est sorti en quelle année ? 2000. D'accord. Et ils ont continué. Alors Warcraft 3 a eu une extension. 2002. Ouais. Warcraft 3 a eu une extension qui a été aussi autant de succès que le jeu original. Ouais. Puis en 2004, en tout cas 2005 chez nous, est arrivé un jeu, un MMORPG dont on a eu l'occasion de parler l'année dernière, Chloé, qui est World of Warcraft. Est-ce que World of Warcraft est l'apogée du savoir-faire de Blizzard, Sam ? C'est la concrétisation déjà d'une suite logique, puisque déjà dès Warcraft 1, le jeu avec plus de succès qu'escompté, donc ils ont pu développer le 2 plus rapidement, puis le 3 qui a tout explosé, qui a donné naissance à beaucoup de sous-genres, dont le MOBA par exemple, et là World of Warcraft arrive en 2004. Et beaucoup de gens étaient assez circonspects là-dessus, ça n'allait pas de soi, parce que Blizzard était identifié comme un jeu qui faisait des RTS. Oui. Et ils débarquent là avec leur MMO, alors ils avaient eu tout un tas de projets avant, mais là ils se lançaient là-dessus. Ça commençait à être l'éclosion des MMORPG un peu partout. Eux proposent ça et ils sont très vite dépassés par leur succès parce que ça plaît. C'est la recette habituelle de Blizzard, c'est-à-dire que le studio va arriver, va regarder ce qui se fait partout autour, va mettre tout ça dans un grand sac, tout mélanger, et après ils vont peaufiner, ils vont fignoler tout ça, ils vont ajouter des fonctionnalités qui vont vraiment plaire aux joueurs, et là-dessus on arrive à ce qui est non seulement l'apogée du MMORPG d'époque, mais l'apogée, comme tu le disais, du savoir-faire de Blizzard, parce qu'à la fois ils arrivent à avoir une richesse narrative, parce qu'ils donnent naissance à un univers qui n'était pas si étendu que ça, parce qu'ils se donnaient sur 3 jeux et demi, sachant qu'il y avait eu Lord of the Clan qui n'était pas sorti et qui avait été annulé juste avant. C'est technique, comme tu le disais, parce que mine de rien, niveau serveur, il faut gérer des millions de joueurs. C'est aussi un déploiement international, enfin c'est un jeu qui a été localisé dans énormément de langues, sur énormément de serveurs, etc. Et c'est devenu un phénomène de société, et Blizzard a parfaitement su surfer là-dessus, parce que jusqu'à League of Legends, en fait, le jeu roi, le jeu auquel tout le monde jouait, était World of Warcraft, qui a accumulé jusqu'à plus de 12 millions d'abonnés payants en même temps. Oui. Clairement, en fait, la force de Blizzard, c'est aussi surtout d'avoir un gameplay qui a toujours été très fluide et très facile, on va dire, à prendre en main. C'est-à-dire que ton jeu, quoi qu'il arrive, il sera toujours très responsive, il sera toujours très agréable à jouer. Et ils ont ce truc aussi qui, à l'époque où les autres MMO étaient sortis, je pense à Dark Age of Camelot, Lineage, enfin tous ces MMO imbitables pour si on n'y met pas des années et des années. Blizzard sont arrivés avec World of Warcraft en se disant on va vous simplifier le MMO et on va en faire quelque chose d'accessible en fait. Et Blizzard c'est ça en fait, Blizzard c'est l'accessibilité, c'est l'accessibilité du RTS, c'est l'accessibilité du MMO, l'accessibilité du FPS maintenant avec Overwatch, enfin, c'est toujours ça. Alors justement, si on avance un petit peu, petit rappel, parce que le studio était connu pour ses RTS et Diablo n'est pas un RTS mais il n'a pas été développé par la même équipe, c'était Blizzard North il me semble, et maintenant je pense qu'ils sont tous ensemble mais à l'époque c'était un autre studio. Après World of Warcraft, on a attendu un petit peu pour avoir Starcraft 2 en 2010, il me semble. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc qui est la suite logique. On a eu ensuite un peu de flou et des nouvelles licences, enfin des nouvelles choses qui arrivent avec Hero of the Storm et Overwatch. Overwatch, qu'est-ce que c'est, Suri ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Simplement un jeu de tir à la première personne qui met en scène des équipes en 6 contre 6 et chacun a son personnage qui est un héros d'Overwatch et qui va user de capacités
pour pouvoir essayer d'aller prendre un objectif. Alors après, il y a plusieurs modes de jeu, des modes de jeu donc d'escorte de convoi, éventuellement aussi de capture de points, pour essayer de remplir l'objectif et de l'emporter sur l'adversaire. Guillaume, Hero of the Storm, qui est donc un MOBA, est-ce que ça a fonctionné autant que le reste? Est-ce que c'est un peu le point noir chez Blizzard HOTS, c'est que en fait à l'époque où les MOBA en fait étaient arrivés sur le marché et que ça avait énormément de succès, Blizzard s'est dit ce serait cool en fait qu'on utilise notre univers et toutes nos licences pour créer justement un MOBA qui forcément aurait du succès. Alors avant la sortie, tout le monde était genre ça y est, Blizzard ils ont plié le game, ils vont sortir leur MOBA, tout, les League of Legends, les Heroes of New Earth, tout ça va disparaître. Et au final, le jeu, alors moi j'y ai pas énormément joué, mais je sais qu'il a pas eu le succès escompté. Aujourd'hui encore. Malheureusement. C'est un bon jeu. En fait, oui, le problème c'est qu'il est arrivé pour y avoir énormément joué pour le coup, parce que j'ai été aussi commentateur de Heroes of the Storm. Le problème du jeu, c'est qu'il est arrivé trop tard. Il est arrivé sur un marché qui était déjà saturé et ultra saturé de MOBA. Et malheureusement, ils sont arrivés trop tard, même s'ils avaient un univers et des héros qui pouvaient faire le taf, ils sont arrivés trop tard. Alors, on a aussi Hearthstone, qui est donc un jeu de cartes, Chloé, qui est sorti en 2014, inspiré toujours du lore de World of Warcraft. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Exactement. Où là, c'est un jeu de cartes stratégiques, un peu à la Magic, Yu-Gi-Oh! On peut le comparer à beaucoup d'autres jeux qui existaient déjà. Mais il y a de nouveau cet aspect lore, cet aspect communautaire qui a poussé la communauté à se diriger sur ce jeu. Et de nouveau, une prise en main très très rapide, très efficace. Accessible. Accessible. Sur énormément de plateformes aussi, sur téléphone, sur tablette, ce qui facilite encore plus l'accès à ce jeu. La plupart des gens qui jouent à Hearthstone sont d'ailleurs sur téléphone et non pas sur console ou sur ordinateur. Pareil, ça continue à avoir un... C'est pas le jeu le plus connu, mais il y a une scène compétitive qui est très très importante avec une communauté qui est toujours très très fidèle. Je pense que quand on s'intéresse de près ou de loin aux jeux vidéo, on connaît ces licences, que ce soit Warcraft, Starcraft, Diablo, Heroes of the Storm, voilà, on les connaît. Mais il n'y a pas eu que des réussites du côté de chez Blizzard. Est-ce que Sam, tu pourrais nous parler du projet Titan par exemple? Le projet Titan, ça a été un projet de MMO au début des années 2010 qui devait être le MMO prochaine génération que Blizzard développait. Et ils avaient énormément d'ambition là-dessus, sachant qu'en plus ils avaient World of Warcraft en parallèle qui était à sa grande époque. Et là, il fallait mélanger tout un tas de composantes sociales, de gameplay. Enfin, ils ont été extrêmement ambitieux sur ce qu'il y avait dans le jeu, peut-être trop d'ailleurs. C'est peut-être en partie ce qui a flingué HOTS d'ailleurs, c'est parce que Blizzard veut toujours tout peaufiner, ils sont arrivés trop tard en partie à cause de ça. Mais donc dans le projet Titan, ils veulent mettre énormément de choses et au bout d'un certain nombre d'années, ils se rendent compte qu'effectivement, non, ça va pas le faire. Et Blizzard, ça, ils l'ont dit à plusieurs reprises, la moitié de leurs projets sont annulés, dont le projet Titan. D'accord. La moitié de leurs projets. Tout à l'heure, j'évoquais Lord of the Clans, qui était le point and click qui devait sortir entre Warcraft 3 et World of Warcraft, qui a été annulé. Il y a eu tout un tas d'autres jeux dont on a que les noms. Starcraft Ghost. Il a été évoqué sur le chat. Oui, Starcraft Ghost. Sur GameCube, je crois. Oui, sur GameCube. C'est ça. Et là, vraiment, c'est des jeux, la Ghost ou Lord of the Clans, qui ont été annulés, mais vraiment pas dans la dernière ligne droite, mais presque. Titan, non, c'était encore quelque chose qui était en réflexion et dont les joueurs avaient entendu parler. Et ça a causé peut-être pas un trauma, mais ça a beaucoup marqué les développeurs parce qu'ils ont vu que quand on parlait d'un projet et quand finalement on l'annulait derrière, ça décevait beaucoup, les gens entendaient beaucoup. Et c'est aussi pour ça que, notamment autour de Diablo 4, l'année dernière, la BlizzCon, il y a eu tout ce foin parce que les développeurs entre autres, se sentaient pas de communiquer sur un jeu qui n'était pas prêt, qui avait eu plusieurs itérations. Et finalement, ils ont choisi de ne pas communiquer en 2018 là-dessus. Et Titan Ghost dans un premier temps, mais surtout Titan a beaucoup marqué les équipes de dev là-dessus. Très bien. Ces jeux qui sont devenus des références dans leur genre, est-ce que Blizzard crée des gens? Est-ce qu'ils sont créateurs d'univers? On y reviendra, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils sont créateurs de genre ou est-ce qu'ils voient ce qui fonctionne et ils se disent ça nous on peut le faire en mieux? Est-ce que tu parlais de l'accessibilité? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Parce que on parlait des chiffres World of Warcraft par exemple, 11 millions d'abonnés, mais c'est surtout à chaque fois qu'il y avait une extension, c'était le jeu le plus rapidement qui atteignait les 2 millions de ventes le plus rapidement en quelques heures. À chaque fois c'était des succès énormes. Comment ça s'explique? C'est une bonne question. Comment ça s'explique? Non, mais je pense que vraiment, c'est comme j'ai dit, c'est des licences qui parlent à tout le monde actuellement, en tout cas. C'est pas des créateurs de genre, je pense pas, puisque le RTS existait avant eux. Enfin, tout a existé avant eux. Si jamais demain ils veulent faire un jeu de course, c'est difficile de créer un genre maintenant, en fait. Il y a un vrai savoir-faire qui. Mais voilà, c'est ça. Et comme je disais, un gameplay qui est vraiment très responsive.
qui fait que on est dedans directement. Il n'y a pas de lag, il y a pas de voilà, c'est très actif. Guillaume ? Mais en fait, moi, ce qui m'avait trigger aussi par rapport au succès de World of Warcraft, effectivement, les MMO existaient avant, mais la force de Blizzard vis-à-vis de WoW, c'était surtout évidemment de l'avoir rendu accessible, mais surtout d'avoir créé tout un univers et surtout une histoire qui s'est suivie au fur et à mesure Et en fait, le MMO a changé au fur et à mesure de ses extensions, comme si on suivait une série en fait. Et c'est surtout ça qui l'a rendu populaire. Et là, on voit actuellement, il y a combien d'extensions de WoW 8. C'est la 8e. C'est la 8e. Nous y reviendrons, deuxième partie. Et en fait, la force de Blizzard, c'est justement d'avoir créé des personnages, d'avoir créé des univers, des zones qui sont clairement identifiables par les fans. Et surtout, maintenant, il y a tout un univers étendu, il y a des bouquins, il y a tout ça. Et en fait, Blizzard, ils sont assez balèzes pour justement écrire ce genre de personnages et d'univers. Ouais. Chloé ? Moi, j'ai envie de dire qu'ils revisitent le genre en fait, plus qu'ils ne le créent ou ils ne surfent dessus. C'est qu'ils vont, comme tu disais Sam un peu plus tôt, ils prennent un gros sac, ils mettent tout dedans, ils mélangent et puis ils vont voir ce qui marche pas. Non mais c'est ça, ils vont prendre ce qui marche. Mais sauf que quand on prend les jeux de Blizzard, ils sont pas comparables. On prend un World of Warcraft, on sait que c'est un MMO, mais c'est super difficile de le comparer à d'autres MMO. Pareil pour Overwatch, c'est un FPS mais un peu hybride. On peut pas le comparer facilement à d'autres jeux. Il y a rarement des... Je suis un peu moins d'accord. Ça ressemble beaucoup à Paladins. Oui, Team Fortress, c'est une grosse inspiration pour Overwatch aussi. Donc, système de classe. Hein. Oui. Mais en tout cas, à chaque fois, ils vont donner une identité propre à leur jeu. C'était un beau rattrapé. Bien joué. Voilà. Est-ce qu'il va tenir ? D'accord. Non, absolument pas. Ils vont donner une identité propre et c'est ça pour moi qui participe énormément au succès des jeux Blizzard. C'est que les gens vont s'identifier à la licence, ils vont s'identifier au personnage. Et à partir de là, ça va avoir du succès et tous les produits dérivés qui sont autour de cette table en sont les témoins. Suri, il y a aussi quelque chose avec Blizzard qui est l'e-sport. Ouais. C'est très lié parce que StarCraft a peut-être créé l'e-sport, je sais pas. Est-ce que pas tu peux vraiment. nous parler de ce lien entre Blizzard et l'e-sport et ce qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui ? Je dirais pas vraiment que StarCraft a créé l'e-sport, je dirais qu'il l'a accompagné dans sa jeunesse. Parce que véritablement, tout ce qui a été compétitif, c'est surtout venu de notamment Counter-Strike, qui à l'époque aussi se lançait. Et c'est Counter-Strike qui a un peu lancé cette impulsion compétitive, et StarCraft l'a accompagné dans ses premières années. Il y avait Quake aussi avant. Il y avait Quake aussi avant. Il y en a eu beaucoup des FPS. Il y en a eu une bonne pelletée. Mais cette histoire de ligue, la manière dont est organisé l'e-sport aujourd'hui, j'ai l'impression que ça existait déjà il y a 15 ans avec StarCraft. Alors peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, on y reviendra plus tard, mais il y a un lien très fort. Tu parlais de Counter-Strike et de Valve. En réfléchissant, je me suis dit, je trouve que par rapport à d'autres studios comme Valve ou Rockstar notamment, Blizzard prend soin de ses licences. Et on est vraiment à l'opposé de certains éditeurs comme Ubisoft ou Electronic Arts qui vont décliner à l'infini, qui vont garder peu de licences et les magnifier. Est-ce qu'on peut faire un lien entre Valve, Blizzard et Rockstar ou c'est vraiment serait trop facile ? En fait, le lien il est surtout évident dans une logique de développement. En fait, le truc c'est que Blizzard fait partie de ces rares studios qui peuvent se permettre de prendre du temps pour développer leur jeu, comme Rockstar ou comme Valve d'ailleurs. On attend toujours Half-Life 3, lol. Et donc du coup en fait ils ont cette logique de se dire nous on sort notre jeu, on sort notre nouvelle licence, on sort toutes nos productions, elles prendront le temps qu'il faudra pour être peaufinées au maximum et on sort le jeu qu'on a envie. Il n'y a pas derrière l'éditeur ou le distributeur ou quoi que ce soit qui va presser en fait Blizzard pour il faut absolument que tu sortes Diablo 4 à cette date là. Ils ont cette philosophie de se dire que on doit terminer nos jeux comme on les voyait dans notre vision de développement, et c'est pour ça qu'aussi il y a énormément de jeux qui ont été abandonnés en cours de développement, c'est parce qu'ils n'étaient pas assez satisfaits de leur vision et de la façon dont ils allaient sortir leurs jeux, et surtout sur le long terme, parce que c'est des jeux qui sont suivis sur le long terme et qui sont vus comme des licences. Ils réfléchissent aussi en termes de licences, et c'est une logique complètement différente d'un éditeur lambda style Ubisoft comme tu dis. Ils n'auraient pas sorti Ghost Recon Breakpoint en l'état par exemple. Exactement. Une question sur le chat qui est assez intéressante, est-ce que le succès de Blizzard n'est-il pas dû au succès du Seigneur des Anneaux ? Alors la question qui est sous-jacente, c'est le lore. Est-ce que le succès... Nous avons deux spécialistes du lore, alors je ne sais pas comment vous voulez en parler, mais d'où ça vient, c'est ce savoir-faire du lore et jusqu'où ça va aujourd'hui ? Petite information, à la BlizzCon, on y reviendra, mais il y a eu une annonce sur World of Warcraft, tous les deux vous avez fait une vidéo qui décrypte, qui dure 1h50.
47. Oui. C'est régulier de faire des vidéos d'1h50 chez nous. Oui. Mais c'est unique, non? Le format de vidéo ou aussi. La qualité des vidéos également, tout à fait unique. Mais c'est rebondir ce que tu disais, Chloé. C'est alors les jeux Blizzard, c'est une synthèse à un instant T de ce qui se fait en termes de gameplay, comment tu peux l'améliorer, que ce soit en termes de gameplay, que ce soit en termes d'univers aussi. Et quand Lich King était sorti, par exemple, c'est vrai qu'il y avait, ça ressemblait beaucoup au film de Peter Jackson sur les influences graphiques et tout un tas de choses comme ça, sans parler des clins d'œil et des choses de ce genre-là. Mais effectivement, c'était, je crois, il y a quelques semaines, on discutait il y avait des gens qui avaient exhumé un roman qui s'appelait Azeroth quelque chose, et on retrouvait énormément de noms propres et d'intrigues avec des orques qui venaient d'une autre dimension. Alors, j'ai plus tous les détails en tête, mais c'est vrai que Blizzard aussi va prendre ses influences, pas qu'en termes de gameplay ailleurs, et va mélanger tout ça. Alors c'est du HOTS avant l'heure peut-être, mais il y a ce côté, alors vous appellerez ça hommage, copie ou comme vous voulez, mais il y a ça. Non, complètement. Après, le Seigneur des Anneaux, c'est vrai que ça a été un peu l'explosion de l'heroic fantasy, on va dire, dans le monde. Clairement, Tolkien, c'est master race pour à peu près tout le monde, à peu près tout geek qui se respecte, tout passionné. Mais du coup, ouais, effectivement, Warcraft, je pense, a pris beaucoup de tous ces univers-là, tous ces univers d'heroic fantasy, et comme a fait un mix and match de tout, quoi. De Warhammer aussi. De Warhammer aussi, bien avant, et Warhammer qui est une grosse licence aussi. Pour conclure cette première partie, ça a créé donc ce lore, beaucoup d'attachement de la part des fans qui du coup attendent à chaque fois les vidéos World of Warcraft. Elles sont à chaque fois une nouvelle cinématique, on voulait savoir ce qui se passait avec Sylvanas, c'est incroyable. Quel est le lien de Blizzard avec sa communauté historiquement? On reviendra sur l'année 2019 un peu plus tard, mais historiquement, est-ce qu'il y a un lien qui est particulier entre Blizzard et ses fans, ou est-ce que c'est finalement comme n'importe quel autre studio, on attend la nouvelle licence, une nouvelle opus, il y a quelque chose de particulier qui est spécifique au studio? À partir de 2004, ils ont commencé à faire des meet and greet avec leurs fans. Ça a commencé, il y en a eu en Corée, il y en a eu à Paris, un chaque année, jusqu'à ce qu'ils se mettent à lancer la BlizzCon en tant que telle. Donc la BlizzCon, c'est la convention organisée par le studio Blizzard. Il faut vraiment qu'on arrête de faire bouger ce... J'en ai marre, je vais le tenir en fait. Écoute, c'est une transition parfaite. C'est pas grave. On va faire une petite pause pour justement parler de la BlizzCon puisque tu y étais. Donc on s'écoute Blizzard de Daichi Miura et on revient juste après. De retour en plateau pour continuer notre grand débat sur Blizzard. On a fait un historique un peu de ce qu'était Blizzard et on a décidé de parler de Blizzard aujourd'hui parce que la semaine dernière, Chloé, tu y étais, se tenait la BlizzCon. Alors la semaine dernière, on vous parlait de la Paris Games Week, qui est un endroit où se réunissent beaucoup d'éditeurs, développeurs pour parler de leurs jeux, mais Blizzard, ils font ça dans leur coin. Alors qu'est-ce que c'est, Suri, la BlizzCon, pardon, en deux mots, et pourquoi ce type d'événement réservé à une seule entité en fait? Tout comme le 3 est un peu réservé à des éditeurs majeurs de l'industrie, Blizzard a décidé de passer avec la BlizzCon pour ses propres annonces, ses propres univers, et donc annoncer pour ses propres titres qu'est-ce qui allait se passer. Et c'est une spécificité de communication. Je ne sais pas si d'autres éditeurs, d'autres développeurs font ça. Il y a la QuakeCon de mémoire. Ouais. La QuakeCon, il y a Minecon aussi. Minecon, d'accord. Eve Online aussi. Mais c'est la CCP, le fond. Ouais. Chloé, tu étais à la BlizzCon. Yes, c'était dingue. C'était dingue, c'est la première fois que tu y allais? Vous êtes déjà allé en plateau à la BlizzCon? Oui, deux fois. Deux fois. C'est un événement particulier. Je t'ai croisé à la Paris Games Week, donc je sais que tu y étais. Par rapport à la Paris Games Week, comment c'est différent. Il y a un côté. Alors, les mauvaises langues disent sectaire, les bonnes langues disent œcuménique, ou il y a un côté religieux. C'est vraiment, tu vas voir un studio que tu aimes, et je pense que grand-messe, c'est le mot qui définit mieux la BlizzCon. Oui. On a eu, après une BlizzCon 2018 qui avait déçu, nous reviendrons pourquoi, nous avons eu des annonces quand même. Chloé, tu peux nous en parler, toi qui les as vécues de l'intérieur. On va peut-être commencer avec la plus grosse peut-être. On va la faire dans l'ordre de la cérémonie d'ouverture, tout simplement. Très bien, faisons comme ça. La plus grosse annonce suite à un compte à rebours qui s'est terminé sur un numéro 5 rouge et se lançant sur une cinématique aux airs médiévales et très très sombres, nous annonce le retour de Diablo, l'arrivée de Diablo 4 et le retour aux sources de Diablo dans un univers des plus sombres. On va avoir 3 classes annoncées pour ce jeu. Donc on va avoir le barbare, la sorcière et le retour du druide pour les grands amoureux de Diablo qui étaient très déçus de ne pas le voir dans le 3. La salle était en délire quand ils ont annoncé le druide, c'était assez impressionnant. On va avoir un univers qui va être assez ouvert et étendu. Est-ce que ça va être un monde ouvert? Ça, on n'a pas encore vraiment l'information, mais on sait qu'on va avoir des montures pour se déplacer d'un point A à un point B, donc ça montre aussi qu'on va pas mal se balader. Et on sait que le jeu sera disponible sur PC, Xbox One et PS4. Quand? On ne sait pas encore.
Oui, alors juste si on nous dit ces plateformes-là, j'imagine que ça doit sortir dans les 12 prochains mois, parce qu'après la PS4 et Xbox One. Non, parce qu'ils ont la même chose pour Overwatch 2. Je pense pas non plus. Guillaume, t'es un joueur de Diablo. Ouais, moi c'est vraiment la licence que j'apprécie le plus parce que je suis plus familier avec l'univers hack and slash et l'univers sombre de Diablo. J'étais un petit peu refroidi par Diablo 3, même si sur la durée le jeu était finalement bien plus intéressant qu'on ne le pense. On parlera un peu du lancement de Diablo 3 au cas où c'était une vraie catastrophe, mais le 4 il m'a l'air de reprendre un peu la philosophie du 2 et même du 1 en fait, dans le côté plus sombre. La cinématique d'introduction du jeu elle est incroyable là-dessus. Et surtout j'ai l'impression que ok c'est du hack and slash, ok ça garde un peu le même type de gameplay, mais ils ont vachement travaillé sur la verticalité et sur l'impact sur l'impact que nos personnages vont donner en termes de coups, et je suis très très impatient de voir ça, et vraiment le côté sombre a été mis très en avant après les critiques qui avaient été proférées par rapport au 3, que les fans le trouvaient un petit peu trop gentillet, et du coup là Blizzard exactement, et Blizzard ils ont vraiment suivi cette critique en disant aujourd'hui vous voyez les gars, Diablo 4 il va être super sombre, et ça c'est vraiment un jeu que j'attends. Oui, non, Diablo 4 pour le coup j'ai été assez surpris. Non, j'ai pas été surpris du tout parce qu'on savait que de toute façon Diablo 4 allait arriver. Quand ils l'ont annoncé en fait au premier son de cloche, sans jeu de mots d'ailleurs parce qu'il y avait vraiment une cloche, on savait très bien que ça allait être un retour aux sources du Diablo 2 en fait, tout simplement très gothique, très médiéval, et après dans les images de gameplay que j'en ai vues, j'arrive pas trop encore à le ressentir quoi. Pour l'instant. J'ai 2 amis qui l'ont testé. Et ils disent qu'il n'y a rien de très très nouveau, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de revenir aux sources. C'est un Diablo 2.5, c'est-à-dire que c'est un 2 mais amélioré en outrepassant ce qui s'est passé avec le 3. Donc on revient vraiment aux origines, un nouvel univers, mais qu'on retrouve le jeu qu'on connaît. En tout cas pour les fans de la licence, ça ne va pas énormément changer. Sam, je crois que Diablo 3 a fait beaucoup de mal aussi en interne aux équipes. Ils ont, ça a été un truc qui est sorti dans la douleur. Déjà Diablo 3 c'est le premier vrai Diablo de Blizzard, parce qu'auparavant c'était Condor Software qui était devenu Blizzard North, qui était un truc à part et qu'il avait développé à part jusqu'à Lord of Destruction, qui était l'extension de Diablo 2. Et là Blizzard, et ça se voit tout de suite à la patte graphique, au côté cartoon et Peggy, alors je sais plus si c'est 12 ou 16. Je crois que c'est 12. Hein. Ouais, mais effectivement, c'est pas sanglant, c'est pas sombre, c'est pas ténébreux et malaisant comme pouvait l'être Diablo 2. Et c'est un jeu qui est sorti 12 ans après son prédécesseur, Diablo 3. Il avait été présenté et officialisé en 2008 à Paris pour la WWE, et il est sorti 4 ans après, alors que le jeu avait l'air quasiment fini. Et il y a eu, si vous êtes curieux là-dessus, je vous conseille le bouquin Du sang, des larmes, des pixels, qui sur quelques dizaines de pages raconte le développement de tout ça. Très bien. Et on voit que ça a été un cauchemar absolu pour beaucoup de développeurs. Il y en a qui ont fait des burn-out, en interne ça a été horrible. Et puis quand il est sorti, enfin au bout de 12 ans, c'est l'erreur 37, la fameuse erreur 37, les serveurs surchargés, il y a l'AH... L'hôtel des ventes, réel et compagnie. C'est ça, il n'y en aura pas dans le 4. Il n'y en aura pas, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Effectivement, il y avait des problèmes dans l'économie du 2, donc Blizzard s'est dit, on va essayer de joindre l'utile à l'agréable et de mettre ce truc-là, et ça a complètement desservi le jeu à cause de l'itemisation et de ce truc-là. Et donc, il n'est pas né sur les meilleurs auspices, mais pourtant, Reaper of Souls, son extension, a rattrapé le tir et prouvé que finalement, on pouvait avoir une deuxième sens dans le jeu vidéo, parce que le jeu était très bien après, même s'il n'était pas dans l'esprit de ce qu'était Diablo 2. Suri, toi tu es un joueur de Diablo? Pas du tout. Pas du tout. J'ai jamais touché un Diablo de ma vie. D'accord, très bien, très bien. Chloé, qu'est-ce qu'on a eu après Alors après, c'est 2 jeux qui sont un peu plus en retrait, donc je vais les traiter ensemble. StarCraft 2, à part avoir annoncé qu'ils travaillent avec DeepMind pour proposer la meilleure IA possible dans le jeu et l'améliorer. Développeurs avouent en interview vouloir un 3e opus de StarCraft, mais ça n'a pas l'air d'être encore du tout à l'ordre du jour. On a eu un nouveau commandant. Voilà, on a eu une cinématique avec un nouveau commandant pour StarCraft 2. Donc pas grand-chose sur cette licence-là, ni pour Heroes of the Storm, sur laquelle, à part l'arrivée d'un nouveau personnage, le personnage de Deathwing, Eldemort, j'en ai marre.
Et on sait juste qu'il aura 2 formes avec 2 sets, qu'il est inclus pour les gens qui sont allés à la BlizzCon ou qui ont acheté le pass virtuel. Et d'ailleurs que le jeu est gratuit jusqu'à aujourd'hui. Donc ceux qui n'auraient pas encore le jeu et qui se diraient avoir Heroes of the Storm gratuitement, jusqu'à aujourd'hui vous pouvez l'avoir gratuitement. Tous les persos sont. Tous les persos, le jeu est gratuit de base, voilà. mais là il te donne tous les personnages. Ouais. Ah oui. Guillaume, est-ce que ces 2 licences sont mortes ? Alors Starcraft, on va dire. Alors je sais pas si le terme La mort. machette quoi. Je dirais pas que le terme mort est à propos, mais c'est clairement un jeu qui a plus ou moins été abandonné par les développeurs, et surtout parce que en fait la scène e-sport de Starcraft 2 n'a jamais vraiment pris, a surtout périclité. Quand justement les MOBA sont arrivés, et en fait le RTS de la formule de Starcraft c'est a un peu disparu, et en fait tous les joueurs qui étaient des pros de Starcraft ont plus ou moins délaissé le jeu, et du coup forcément la scène a un peu disparu, et le jeu en même temps du coup Blizzard essaie tant bien que mal de le garder en perfusion, mais on sent que c'est un peu mort. Je serais même pas surpris que en fait tous les projets liés à Starcraft disparaissent pendant un bout de temps, et c'est très dommage parce que ça fait partie des licences de Blizzard qui sont malgré tout les plus développées, et notamment en termes de solo, parce qu'on parle de l'e-sport, mais Starcraft ça reste aussi une licence qui peut être jouée en solo, qui a un univers très très foisonnant, et par exemple moi j'étais chaud pour un Starcraft Ghost en fait en vrai. Mais alors ils ont annulé c'est cette année un FPS Starcraft qui a causé le départ de plusieurs développeurs. Mais il y avait quand même des projets dessus. Très bien. Mais le problème de Starcraft en fait à l'heure actuelle et aujourd'hui, c'est que le jeu est trop élitiste en fait. Et les gens ne s'attendent. Quand on voit les jeux qui marchent actuellement, c'est que des jeux qui sont encore plus faciles que ce que Blizzard a l'habitude de faire en prise en main. Et Starcraft c'est trop élitiste, et le RTS malheureusement c'est aussi trop élitiste, et ça ne repose que sur tes propres compétences. Alors que les jeux en équipe marchent beaucoup mieux, puisque tu peux te sentir beaucoup plus fort au sein d'une équipe, quoi. Chloé ? Quand même juste une petite parenthèse, même si Starcraft n'était pas nécessairement mis à l'honneur, il y a quand même eu toute une journée de compétition Starcraft au niveau e-sport, chose qui n'a pas été le cas pour Heroes of the Storm, qui est complètement passé à la trappe question e-sport cette année. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs c'est un Européen qui a gagné de mémoire, c'était un Italien, je me rappelle plus de quelle équipe, mais j'ai oublié déjà. C'est que c'était les WCS, mais je n'ai pas l'info sur. D'accord. Je propose d'avancer puisqu'on n'a pas grand chose à dire sur ces licences. Effectivement, comment est-ce qu'on est en train de zapper Heroes of the Storm ? Oh là là. 70% d'effectifs de Heroes of the Storm qui a été licencié. Licencié carrément. Ils sont partis parce qu'il n'y avait plus rien à faire sur le jeu. Après, on commence à arriver sur les informations un peu plus croustillantes. On a déjà eu très rapidement, très brièvement, la nouvelle que Warcraft 3 Reforged était accessible sur les bornes d'arcade de la BlizzCon, et que la bêta ouvre le 5 novembre pour les passes BlizzCon. Elle ouvrira un peu plus tard pour tout le monde. Et enfin, on arrive à World of Warcraft. Sur Warcraft 3, je te vois Suri qui est ravi. Alors, vas-y, parle-nous de Warcraft 3 Reforged. Tout simplement, dès qu'il y a Warcraft 3 qui sort, déjà le nom, moi ça me hype. Mais qu'est-ce que c'est ce Warcraft 3 Reforged ? C'est comme FF7 Remake C'est un peu ça, c'est une refonte graphique de l'ensemble. Il n'y a pas de nouveaux contenus prévus ou quoi que ce soit, ou simplement quelques petits ajouts, notamment quelques petites unités ou éventuellement des choses qu'on va voir dans les campagnes. Mais c'est vraiment surtout et avant tout une refonte graphique à la fois du jeu lui-même, des modèles de personnages, des modèles de bâtiments, et aussi de toutes les cinématiques que comporte le jeu. Ça vous intéresse ? Je suis moins sûr pour les cinématiques. Il me semble qu'il n'y a que la première qui et celle d'Illidan et Arthas qui a été... Mais c'est une cinématique avec le moteur du jeu, pas une cinématique en CGI. Exactement. Mais sur les cinématiques 3D en CGI, il me semble qu'il n'y a que la première, comme ils avaient perdu les fichiers. Ah, d'accord. D'accord, donc... Au retour de Warcraft 3, ça fait toujours plaisir, non ? En fait, ça hype, du coup, ça se fait surtout dire que malheureusement, feu Starcraft, le RTS qui restait, Warcraft 3 Reforged, à mon avis, a ramené beaucoup de gens dessus, puisqu'on va pouvoir jouer avec Warcraft 3 et Warcraft 3 Reforged, en fait. Les deux sont compatibles et on peut jouer sur Battle.net l'un contre l'autre. Si Chloé a que Warcraft 3 de base sans Reforged, on peut jouer ensemble si j'ai Warcraft 3 Reforged. Et ça va ramener des gens, je pense, sur le RTS. Très bien. Ensuite, je pense qu'on va pouvoir parler de... On est arrivé sur la scène World of Warcraft après, où déjà ils nous ont parlé donc des 15 ans de World of Warcraft en plus des 25 ans de Warcraft. C'était une année spéciale au niveau de la commémoration de leur licence, où la phase 2 de WoW Classic commence le 13 novembre.
Donc pour les joueurs qui se seraient relancés donc avant tout ce qui s'est passé avant Cataclysme, il va y avoir la seconde partie qui va être accessible le 13. L'événement des 15 ans disponible à partir du 6 novembre, donc ça a déjà démarré sur le jeu. Et à partir de là a commencé donc la cinématique où on voit Dame Sylvanas marcher en Orphandre pour monter en haute couronne de glace et qui va mettre la misère à notre pauvre ami Bolvar pour ensuite ouvrir les portes d'un autre monde, littéralement. C'est donc la nouvelle extension Shadowlands qui va se passer dans le monde des morts, où l'objectif du joueur va être de restaurer l'équilibre entre la vie et la mort. On va avoir des nouveaux donjons, on va avoir des nouveaux raids, 4 nouvelles zones, un système de congrégation, pas de nouvelles classes a priori. Non, ça a été annoncé. Voilà. Ça fait un petit peu discuter au niveau du lore, mais je pense qu'on va avoir de quoi approfondir par après, ne serait-ce qu'avec Avant de parler du lore, BFA, donc l'extension actuelle, est un peu décevante. Je pense qu'on peut le dire. Malheureusement. Est-ce que vous pensez que ça c'est la dernière chance Légion, l'édition précédente est très bien. L'actuelle est un peu moins bien. Alors est-ce qu'ils sont sur une extension sur 2 qui est bien et l'autre qui est très bien Complètement. Je pense que BFA, ça a été un peu le vilain petit canard auquel on a pris Légion. On a fait un copier-coller. On a mis 2-3 trucs pour tester. Mais vraiment pour tester, comme ils avaient fait avec Warlord of Draenor où ils ont commencé à tester le fief et compagnie. Là c'est pareil, on a pris VFA, on a testé le système d'Azeroth, on a testé un système d'essence, on a testé un système de... Voilà, on teste des choses et si ça marche, on prend les choses qui marchent là et on va les intégrer dans Shadowlands, et si ça marche pas, bah tant pis, ça dégage. Le problème c'est que ça fait BFA une espèce d'extension de transition, là où je pense que niveau histoire, au contraire, c'est... je pense la plus intéressante. Au niveau histoire justement, Sam, alors là on retrouve le roi Lich. Pour Shadowlands, ouais. On avait laissé... Jusqu'où on va là, parce que j'ai l'impression qu'on a dépassé toutes les limites de l'imaginable pour l'univers, le lore de Warcraft. Là en fait pour Battle for Azeroth, ils sortaient les dernières grosses cartouches connues de l'univers de Warcraft qui n'avaient pas été implémentées dans le MMO. Et ils teasaient le monde des morts depuis Légion. En fait, ça avait été doucement amorcé à Légion et à BFA un peu plus franchement. Et donc, on va aller dans un univers qu'on ne connaissait pas, même dans ce qui est Warcraft Chronique, qui est la bible officielle de Blizzard sur son lore, et qui était rapidement évoqué et jamais trop en détail, contrairement à d'autres pans de l'univers ou de la cosmogonie de la licence Warcraft. D'accord. Donc là, on va y aller, on va retrouver une partie du monde des morts, pas tout, parce qu'on nous dit que c'est infini, évidemment, on verra que 5-6 zones sur là-dessus, mais on va pouvoir comprendre comment tout cela fonctionne dans des Shadowlands ou l'Ombre Terre en français, qui est un espèce de mélange de l'enfer, du paradis et du purgatoire pour les âmes des défunts de tout le cosmos de Warcraft qui se retrouve là. On peut avoir tout et n'importe quoi alors. Exactement. C'est littéralement tout le cosmos, quoi. Donc oui, c'est dans des dimensions qu'on n'imagine même pas. Et encore une fois, la cinématique, celle de Diablo et celle de World of Warcraft, c'était assez impressionnante. Bizarre, ils sont très très bons pour ça. Un petit mot, Guillaume ou Fury sur WoW. Moi, je suis pas du tout un joueur de WoW. Moi, sur le côté MMO, je reste plus sur du FF, donc. D'accord, très bien. Moi, je vais t'avouer que voir le casque du roi Lich arraché comme ça m'a fait un petit quelque chose en tant que bon fan de Warcraft 3 et Warcraft Frozen Throne. Bien sûr. Et c'est intéressant de noter qu'on va très loin quand même dans le lore, puisque j'ai un site américain qui doit être IGN ou un autre, je ne sais plus, qui met un screen justement de la vidéo de Shadowlands en disant Arthas il va pas très bien ces jours-ci. En fait, ce n'est pas Arthas. Donc en fait on entre quand même quelque chose. Avant de passer à Overwatch 2, je sais que tu as envie d'en parler, Chloé. Est-ce que c'est pas trop tard pour arriver dans WoW là, on est où là Est-ce que quelqu'un qui arrive dans WoW aujourd'hui, il peut s'en sortir? C'est problématique, c'est pour ça qu'une des nouveautés de l'extension, c'est la refonte complète du leveling. Ça c'est intéressant, si tu peux nous en parler. Oui. C'est en gros jusqu'à présent, l'histoire se rajoutait couche après couche et ils avaient mis une diapo comme ça sur une des confs où quand on commence joueur horde, qui est mon chef de guerre, qui est mon chef de faction, parce qu'il y en a eu 4 en existence. Clairement. Et là, en fait, ça va changer. Donc, on commence à l'époque actuelle pour une nouvelle zone de rodage où on affronte une menace quelconque dans les îles brisées. Et après, il y a Chromie, qui est une représentante du vol de bronze, qui, dans l'univers de Warcraft, est le vol qui manipule le temps, qui va nous envoyer dans le passé. Et on pourra leveler sur la nouvelle tranche de niveau qui va du 1 au 50 pour faire l'extension qu'on veut. Et plus faire une demi-zone par extension, parce que l'ancien leveling était foutu comme ça, et c'était des surajouts d'empilement divers. Et est-ce qu'on sait si le grind de niveau 1 au 50 sera plus rapide que le 1 au 100? Alors, du 1 au 50, ça fera 60 à 70% plus rapide du 1 au 120 actuel.
Sachant que derrière, il y aura du 50 au 60 qui sera la nouvelle extension. Très bien, les nouvelles zones. Exactement. À suivre donc ce World of Warcraft Shadowlands qui sortira l'année prochaine. Avant le 31 décembre. Avant le 31 décembre. Si de l'année prochaine. Probablement fin d'été prochain. On verra. On vous en reparlera. Chloé, ensuite, je sais que tu es impatiente de parler de... Ah pardon, j'avais oublié Hearthstone. J'ai dit que je le faisais dans l'ordre chronologique pour avoir fait les scènes les unes après les autres. J'ai fait le Mythic Stage, ensuite Warcraft, ensuite la taverne, pour ensuite revenir au Mythic Stage pour pouvoir voir Papa Jeff. Il y a eu Hearthstone. Pardon. Avec là aussi une cinématique avec une nouvelle extension de Hearthstone. Pour la première fois dans l'histoire de Hearthstone, depuis que ça a été créé en 2014, on a des extensions qui se suivent au niveau du lore. On a affronté la Légion du Mal avec la Ligue des Explorateurs. Et là, on va découvrir Descent of Dragons, une nouvelle extension axée sur les dragons, avec le retour de Galakrond, voilà, je le dis bien. Grand retour de Galakrond. Elle est prévue pour le 11 décembre, comme à son habitude, plus ou moins 125 nouvelles cartes. Mais on a un nouveau système de jeu, chose qui est totalement innovateur pour Hearthstone. C'est le système de champ de bataille. Alors, c'est quelque chose qui existe ailleurs, non ? Pour Hearthstone, c'est pour ça que je dis que dans Hearthstone, depuis que ça existe, on avait le mode 1 contre 1 et là on va se retrouver à jouer à 8 joueurs. On affronte 7 autres joueurs en choisissant un personnage avec un pouvoir. On va recruter des créatures, des cartes. Voilà, c'est ça. On va recruter nos cartes et elles vont s'affronter en mode aléatoire et le but c'est d'être le plus haut dans le classement. On a de nouveau un certain nombre de points de vie. Les cartes s'affrontent de gauche à droite. Il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre ce principe-là d'ailleurs, pour avoir testé le mode, qu'il y avait un ordre. Les attaques sont aléatoires et le but c'est de survivre le plus longtemps possible. Ce mode de jeu existe chez Valve, chez League of Legends, sur League of Legends, c'est les auto-battleurs en fait. Et très intéressant en tout cas de la part de Blizzard d'avoir lancé son auto-chess, son auto-battleur en fait. Du coup, parce que pour l'avoir testé, du coup, pour avoir l'accès là en ce moment et de pouvoir avoir la chance d'y jouer, je trouve vraiment encore une fois très accessible et très facile de compréhension et dans l'univers de Warcraft ça marche super bien. Très bien. Hearthstone, rien de particulier pour vous? Non. Allons-y alors. Oui. On l'attendait, il y avait eu des rumeurs, des spéculations. Un peu plus que ça d'ailleurs. Ouais. Oui, non, mais un peu plus que des rumeurs. On avait parlé hors antenne tous les deux assez longuement. On a eu notre nouvelle cinématique d'Overwatch. Contrairement à chaque année, on n'a pas eu de héros à cette BlizzCon. On n'a pas eu de nouvelle map qui a été testable sur le moment. Mais par contre, on a eu Overwatch 2 qui va être le sequel de Overwatch 1 qui va inclure principalement des missions PvE, chose qui est très demandée par la communauté depuis un certain temps au vu des différents événements saisonniers où on a souvent des scénarios PvE mais qui sont répétitifs et qui commençaient à devenir redondants, en plus d'un nouveau mode PvP qui va s'appeler Rush. Les informations concernant Overwatch 2 qui va avoir de nouveaux héros, de nouvelles cartes, quelques systèmes qui sont un petit peu différents, un système de leveling, des niveaux avec des choix de traits. En fait, on va pouvoir déterminer quel type de compétences on veut utiliser en plus de notre set de base. On sait que les deux clients vont être fusionnés entre Overwatch 1 et Overwatch 2 à terme parce que Jeff Kaplan, le directeur du jeu, ne veut pas que ce soit une suite comme la plupart des autres suites où ce soit dissocié du 1. Il veut que les joueurs du 1 jouent au 1 comme ils jouent au 2, vice versa. Donc on va avoir un seul client dans lequel on aura donc tout le PVP qu'on a actuellement plus le PVP annoncé pour Overwatch 2. Et si on achète Overwatch 2, car il faut... Pour le moment, on n'a pas d'information officielle que ça va être payant, mais ça va très probablement être payant. On aura accès aux missions PvE en plus. Suri, alors est-ce qu'on peut parler vraiment d'Overwatch 2 ? Est-ce que c'est pas finalement un gros DLC ? Quel intérêt ? Bon, comment t'as réagi toi à cette annonce ? Alors à dire, en tant que bon fan d'Overwatch, voilà, j'ai eu cette même réaction. J'étais vraiment fou parce que c'était génial. Ça fait toujours plaisir de voir son jeu préféré recevoir des nouveaux contenus. Après, c'est vrai que cette dénomination Overwatch 2 a largement fait parler, dans le sens où quand on dit Overwatch 2, on s'attend à un jeu complet qui fait suite au premier. Et là, pour le coup, certains disent que c'est plus un 2.0 dans ce qu'on nous a présenté. D'autres disent il faut rester prudent, il faut attendre de voir ce que ça va donner, parce que en soi, on a vu des bandes annonces, on a vu des éléments, mais apparemment, j'ai vu notamment la vidéo d'AlphaCast qui avait parlé à l'un des développeurs, qui est francophone, et qui disait que ils avaient montré une petite partie de tout ce qu'ils attendaient pour cet Overwatch 2. Donc, Overwatch 2, oui pour la dénomination, mais à confirmer,
dans la sortie finale, est-ce qu'on aura vraiment autant de contenu qu'un deuxième titre, ou alors est-ce que ce sera vraiment un DLC? Et toi qui es caster pour la scène e-sport, ça va rien changer? Disons que là pour l'instant on a vu énormément d'adresses au contenu PvE, donc plus pour les joueurs occasionnels et aussi les joueurs compétitifs quand ils veulent jouer tranquillement. Mais sur la partie compétitive, et là je comprends Blizzard qui est sur la BlizzCon, donc une convention qui s'adresse au plus grand nombre, on n'est pas forcément dans la logique d'annonce compétitive. Mais c'est vrai que pour être proche de la communauté compétitive, beaucoup attendaient peut-être des éléments sur peut-être des mises à jour régulières, un plan de soutien sur Overwatch 1 jusqu'à Overwatch 2, et ce qui fait que par ce manque de communication, il y a un petit peu d'inquiétude qui se forme. D'accord. Chazzy, des réactions sur Overwatch 2? Non, moi Overwatch 2, ça... Comment dire, j'ai peur que se fasse, on soit obligé de faire, qu'il n'y ait pas de vrai scénario. Moi Overwatch 2, j'attendais à genre, on prenne un personnage, un espèce de Borderlands en fait. Ça, je m'attendais à un espèce de Borderlands mais version Overwatch, et là c'est pas du tout ce qu'on me présente. Je pense que ça va être juste des missions PvE, scénarios répétables à l'infini, et on va en avoir 10, 15, 20, autant que tu veux, mais voilà, je suis pas hyper hype. Le seul truc qui me fait plaisir, c'est qu'enfin on change un peu de moteur graphique et on a au moins des visages un peu plus stylés que du cartoon. Voilà. D'accord, très bien. Un dernier mot sur Overwatch avant de prendre un peu l'air, ce qui fait chaud. Il y a une petite précision sur justement les modes PvE qui vont être proposés. Je crois que les développeurs essayent de... Ça aussi, je l'ai appris par AlphaCast ou Podcheka qui ont largement couvert l'événement. Ils essayent de trouver une logique pour que ce soit une grande rejouabilité sur ces missions PvE, et notamment le changement d'objectif progressivement, donc pas toujours peut-être avoir le même cadre, mais peut-être évoluer aussi. Cette fois-ci on va devoir aller sauver telle personne à tel endroit, une fois on va devoir défendre tel endroit, donc il y a peut-être des subtilités qui n'ont pas encore été révélées. Le lore d'Overwatch est super, et c'est vrai qu'il pourrait l'utiliser de manière à faire une belle histoire. Très bien, merci beaucoup pour ce récap BlizzCon. Est-ce que vous avez un dernier mot? Est-ce que c'était Allez, rapidement, c'était mieux que l'année dernière? Oui, pas compliqué. C'est une pas année compliqué. sur deux encore. Hein. Bon, on va faire une petite pause et puis on reviendra juste après pour parler justement notamment de la concurrence, puisqu'il y a quelques semaines, un certain Riot a parlé d'annonces qui pourraient marcher sur les plateformes de Blizzard. Mais tout de suite, on s'écoute Windows of My Eyes de Kirby and Blizzard et on revient juste après. De retour pour la suite et fin de notre grand débat sur Blizzard. Après l'histoire du studio, la BlizzCon, on va un peu parler de Blizzard aujourd'hui. Et bon, la BlizzCon est une réussite, mais l'année 2019 pour Blizzard a pas été très très simple. Alors il y a eu deux choses, en début d'année il y a eu les licenciements, puis il y a eu l'histoire Blitzchung quelques semaines avant la BlizzCon. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Guillaume ? Alors effectivement, il y a eu une... Alors je suis pas tout à fait dans les faits, et surtout en termes de compétition, mais il y a eu une compétition sur le jeu Hearthstone c'est l'affaire Blitzchung. Ça c'est l'affaire Blitzchung, donc, à laquelle on parle depuis un moment. Il se trouve que donc ce joueur Blitzchung, en fait, en pleine interview suite à son match, je sais plus s'il avait gagné. Oui. Ouais, il avait gagné. En fait, c'est arrivé pile en même temps que les protestations qui se déroulent en ce moment à Hong Kong, et du coup, Blitzchung, donc le joueur, a manifesté son soutien aux manifestants hongkongais en direct pendant son interview, et il se trouve que ça a pas forcément fait plaisir à Blizzard China, s'il me semble, ou en tout cas là-bas en Chine, et du coup ça a créé toute une polémique sur les compétitions e-sport qui sont liées à Blizzard, et donc ce type de polémique. Et il se trouve que Blitzchung, en fait, suite à ses propos, il a été donc banni de toute compétition pendant 1 an. Son cash prize a également été retiré, et du coup ça a créé un énorme scandale du côté de Blizzard America et dans le reste du monde entier, parce que justement on se rend compte en fait que Blizzard, notamment en Chine, qui est un énorme marché pour lui, se plie en tout cas aux exigences du gouvernement chinois, et donc forcément ça a créé une énorme polémique, et je pense que vous en parlerez beaucoup mieux que moi de ce côté-là. Rappelle simplement, l'année dernière en Chine, c'est un tiers des profits de Hearthstone ont été faits en Chine. Exactement. Mobile. Comment ? Profit mobile.
Profit mobile, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est simplement une histoire politique? Est-ce que Blizzard c'est des grands méchants? Est-ce que finalement, Chloé, tu veux commencer? Déjà pour dire que Blizzard, ils ont toujours réagi quand des joueurs professionnels ou des influenceurs avaient un mauvais comportement qui pouvait entacher l'image de l'entreprise. Il y a des joueurs d'Overwatch League qui, pour avoir eu quelques propos parfois blagueurs en stream, mais qui pouvaient mal être pris, ont été bannis, mais il n'y a jamais eu de sanctions aussi dures que celle de Blitzchung, parce que vraiment un mois où il pouvait absolument plus participer à la moindre compétition et le retrait de son cash prize qu'il avait déjà accumulé, c'était... Il n'y a eu aucune annonce officielle que c'était Blizzard China qui avait dit ça, mais c'est ce qui a été compris par la communauté en voyant la dureté de la sanction et le fait que c'est la première fois dans toute l'histoire de Blizzard que ça a pu arriver et qu'effectivement ces petits copinages avec la Chine pouvaient en être l'explication. Puis déjà Blitzchung savait qu'il allait se faire taper sur les doigts, il l'avait dit avant, il avait bien conscience en le faisant. C'était dans le règlement en plus et c'est quelque chose d'éminemment politique. Donc ça, c'était sûr qu'il allait se faire taper dessus. Le problème, c'est qu'effectivement, ça revenait à dégommer une souris à la catapulte parce que c'était complètement... La peine a été réduite de moitié. Oui, après elle a été réduite de moitié, mais son cash prize, non? une partie du cash prize, mais c'était complètement disproportionné à ça. Il aurait dû avoir un rappel à l'ordre ou à la rigueur un avertissement. Enfin là, c'était vraiment trop disproportionné. Ça se joue dans un contexte d'affrontement politique et commercial avec la Chine, bien sûr, où effectivement, quand tu veux pénétrer sur le marché chinois d'une économie socialiste de marché, tu dois bosser avec l'État chinois. Et le fait est que si tu veux faire des affaires en Chine, qui est un gros marché, tu es obligé de te plier aux exigences. Comme nous, par exemple, à l'époque, dans les années 90, on faisait affaire avec la Chine, on faisait du transfert de technologie qu'on payait aujourd'hui parce que du coup, les Chinois nous en rattrapaient. Voilà, qui est un peu plus inquiétant que des histoires de tournois. Mais oui, il y a ce problème-là. Quand tu veux aller sur le marché chinois, tu dois respecter les règles. Dans World of Warcraft, par exemple, il y a les modèles en jeu qui sont retravaillés par rapport à la législation chinoise et qui sont moins macabres pour coller avec les demandes du pays. Suri, toi qui es caster Overwatch, Overwatch a une image parfois, la communauté d'Overwatch en tout cas, pas toujours une très très bonne image. Est-ce que ça t'arrive de voir des messages politiques, des choses dans l'environnement dans lequel tu évolues et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On va dire, j'ai pas eu l'occasion, je suis encore très jeune en termes de caster sur la scène Overwatch et il y a des personnes aussi qui sont en Overwatch League, les broadcasters, que je salue d'ailleurs s'ils passent sur l'émission, mais qui eux sont peut-être confrontés plus à ça, mais moi personnellement dans ma carrière de caster, j'ai pas eu l'occasion de voir ça sur le chat de quelconque diffusion pour le coup. D'accord. On remercie Van Pixou, Petaouchnok33, Black Cat TM et Arzel qui nous ont follow durant l'émission, donc merci beaucoup. Je pense qu'on va pas faire l'émission entière là-dessus parce que plus globalement en fait on pourrait parler de comment, parce que Blizzard ne sont pas les seuls, Apple aussi ils ont des petits problèmes, comment pénètre le marché chinois qui sont sachant qu'on s'attire les foudres en Occident, comment c'était des choses qui vont probablement arriver de nouveau dans le futur pour d'autres compagnies. Sûr. Oui. Voilà. Blizzard s'est rapproché d'Activision il y a une dizaine d'années maintenant, et beaucoup de gens, bien intentionnés ou pas, je ne sais pas si c'est correct ou pas, ont tendance à penser que ça c'est le début du mal et que depuis Blizzard a perdu son âme. Chazi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui s'est passé déjà avec Activision? Est-ce que Blizzard a perdu son indépendance Non mais ça me fait rire parce qu'en fait c'est ce qu'on... Chaque fois qu'une grosse entreprise en rachète une plus petite, on dit qu'elle va perdre son indépendance, qu'elle va perdre son âme, et compagnie. Pour moi, non, il y a juste une réalité économique aussi, c'est que la passion c'est bien, mais ça nourrit pas. Et par exemple, on peut voir l'arrivée de microtransactions, les lootbox, etc. Ça, je suis sûr et persuadé que ça vient d'Activision et pas forcément de Blizzard. Mais Blizzard dit pas non plus non, quoi. Parce que Overwatch, par exemple, aujourd'hui a un système, donc c'est un jeu qu'on doit acheter, mais en plus on peut mettre de l'argent à l'intérieur pour avoir acheté des lootbox qui contiennent des skins. Alors il n'y a aucun avantage dans le jeu, mais les lootbox sont interdites dans de plus en plus de pays. Est-ce que ça vient de chez Activision? Oui, non? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. En fait, ça vient du modèle économique actuel qui fait que les gens sont plus enclins à avoir un jeu gratuit et mettre de l'argent en microtransactions. On voit avec les jeux mobiles, avec n'importe quel jeu, avec Fortnite, et le jeu qui, je pense, est le plus joué actuellement. Clairement, c'est le modèle qui marche parce que les gens peuvent jouer directement et ensuite, si tu veux mettre de l'argent, tu mets de l'argent, quoi. D'accord. Donc Blizzard n'a pas perdu son âme.
Après, ça peut être... excuse-moi, vas-y. Elle a quand même perdu une partie de son âme, en cela qu'il y a beaucoup de développeurs historiques du studio qui sont partis depuis pas mal d'années, des gros piliers. Là, elle perd son âme. Effectivement, quand tu n'as plus des historiques du studio qui sont là pour te défendre face au reste de la hiérarchie d'Activision Blizzard, et que je pense que c'est Activision qui a racheté, qui est au-dessus de Blizzard et pas l'inverse, oui, forcément, c'est les méthodes du premier qui s'appliquent au second. Chloé ? Non, puis il y a aussi peut-être le fait que la communauté est tellement attachée à son éditeur depuis des années que quand maintenant elle voit quelque chose qui va pas, il y a aussi, c'est facile de reporter la faute éventuellement sur l'éditeur qu'on connaît moins bien ou qui... Oui. Voilà, c'est juste Blizzard, c'est nos chouchous, on les aime. Du coup, s'ils font quelque chose de pas bien, c'est peut-être la faute de quelqu'un d'autre en fait. Pour compléter ton argument, en fait, il y a aussi un peu ce. Toujours comme ça. Moi, pour avoir bossé presque 10 ans chez Millennium, entre ce que les gens imaginaient sur Millennium et la part de fantasme, voire d'hystérie parfois collective sur ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire, et ce que c'est en réalité, effectivement, ça s'applique clairement à ça parce qu'il n'y a pas des grands plans machiavéliques à chaque fois ou des choses comme ça. Mais il y a bien sûr, clairement un changement de culture et de manière de faire de leur côté, et les licenciements par exemple qu'il y a eu, ça va aussi dans ce sens-là. À côté de ça, il y a eu des recrutements aussi. On a le lead, il me semble, le lead producer de chez Microsoft qui est passé chez Blizzard actuellement. On a le directeur financier de je ne sais plus quelle société qui est passé aussi chez... C'est des grosses pointures, ça. Je serais curieux de voir au niveau des devs, des équipes au global, combien il y a eu de vraies embauches par contre derrière. Blizzard, on a développé un peu les jeux, les secteurs sur lesquels ils étaient. Ils n'ont pas eu un studio qui vraiment leur a fait concurrence de face sur tous les aspects. Ils ont eu des concurrents à droite à gauche en fonction des jeux. Mais un petit studio qui n'est plus indépendant américain du nom de Riot, qui développe League of Legends, qui était un MOBA. D'ailleurs, la finale des Worlds était aujourd'hui. Les Européens se sont fait massacrer par l'équipe chinoise. A annoncé il y a quelques semaines un plan de développement qu'on pourrait voir comme assez agressif vis-à-vis des parts de marché de Blizzard. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Riot et de ce qu'ils ont proposé pour l'avenir, et est-ce que c'est une menace pour Blizzard ? Pour résumer très simplement, le S dans Riot Games est apparu véritablement à partir de cette annonce. Et pour le coup, il y a eu plusieurs annonces, notamment Project A, le Project Ares, qui est destiné à être un FPS avec une mécanique d'hero shooter. Pas forcément à la Overwatch, plus dans l'idée de créer des situations de jeu avantageuses et qui va plus s'adresser à des personnes fans de Counter-Strike que d'Overwatch. D'accord. Après, il y a aussi Legends of Runeterra qui va venir faire un petit peu de concurrence à Hearthstone. Qui est déjà disponible pour certaines personnes. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'y jouer ? Non. Oui. J'ai adoré le jeu. D'accord. Et moi qui ai un peu du mal avec Hearthstone, mais c'est purement personnel. Simplement, le problème avec les méta, je suis plus du tout. Donc, c'est Legends of Runeterra pour un coup qui m'a convaincu. Mais en regardant un peu les opinions qui ont été dites sur le sujet, Legends of Runeterra n'a pas autant de confiance pour battre un Hearthstone que le Project Ares en a de danger par rapport à Overwatch. D'accord. Et pour le coup, c'est danger, je ne dirais pas tout de suite ça. Danger, oui, parce que Riot Games est connu pour League of Legends, est connu pour sa qualité, mais n'a pas encore connu l'échec. Donc, Project Ares peut très bien être un succès comme un échec. Et derrière, on ne sait encore que très peu de choses sur ce Project Ares. Donc, attendons de voir qu'est-ce qu'il va donner. Attendons de voir aussi Blizzard, quelle va être la réponse qui va être donnée avec Overwatch 2 et peut-être des annonces dans les prochains mois. Et ensuite, on pourra vraiment comparer les deux, voir si Project Ares se met pas à la place d'un CSGO ou s'il vient vraiment concurrencer Overwatch complètement. Guillaume ? Non, moi j'aime bien le Project Ares dans le sens où en fait Riot ils ont évidemment été chercher du côté d'Overwatch pour leur inspiration en termes de design, mais surtout en fait ils veulent se placer dans le côté compétitif et ils veulent être un des acteurs principaux en fait de ce type de jeu, et moi ça me fait plus penser à du Counter-Strike pour le coup au niveau du système de jeu, au niveau de la vitesse de jeu, mais effectivement quand on parle de rapprochement entre les deux philosophies, ça en fait partie, mais je suis pas sûr que Riot dans un premier temps ait envie en fait de concurrencer et vraiment l'envie en fait de concurrencer Blizzard sur son terrain, mais par contre c'est clair que Riot depuis évidemment le succès de League of Legends cherche à se diversifier et veulent surtout rester dans l'e-sport, et ils se rendent compte tout simplement que ce type de jeu, je prends les TCG et les jeux de tir, ça reste actuellement les jeux les plus joués sur la scène e-sport en tout cas.
Chloé, je pose une question peut-être un peu tranchée, mais pour pouvoir triompher de la concurrence, il faut être novateur, normalement proposer des nouvelles choses. Or, quand on regarde quand même ce dont on a parlé, les annonces de la BlizzCon, ce sont que des suites. On a WoW Classic qui fonctionne très très bien, mais qui est finalement, on n'en a pas parlé, mais la réédition du WoW sorti en 2004 parce que les joueurs actuels de BFA trouvaient peut-être que c'était devenu trop facile. Est-ce que Blizzard a pas un problème là-dessus? Est-ce qu'ils sont pas un peu bloqués dans le passé? De nouveau, on en a parlé hors antenne, mais donc je vais exposer ma théorie. Moi, ce que je retiens de cette BlizzCon, c'est que, comme tu disais, Sam, c'était vraiment une grand-messe, et d'autant plus qu'il y avait des choses à célébrer cette année. Les 25 ans de Warcraft et les 15 ans de World of Warcraft. Donc là, pour moi, c'était pas la place à la nouveauté, c'était la place justement à l'hommage. L'hommage de ces différentes sagas, voir ce qui pouvait être encore à faire dessus, et éventuellement avancer pour la BlizzCon 2020, où on va ouvrir une nouvelle décennie, c'est un chiffre rond, on aura peut-être des nouveautés à ce moment-là à proposer. Ça fait Overwatch, il est sorti en 2016. Bon, là, on va avoir Overwatch 2, on va avoir Diablo 4. Certes, ils sont en train de nous ressortir des nouveaux jeux de licences qu'on connaît déjà. Est-ce que d'ici quelques années, on peut pas s'attendre à une nouvelle licence de leur part? Pourquoi pas? Mais en tout cas, pour moi, c'était pas l'année pour le faire cette année. C'était l'année de la commémoration. Au-delà de la commémoration, c'est surtout... WoW Classic, c'est par exemple... Je prends cet exemple tout bête, c'est le meilleur moyen pour Blizzard de voir ce qui marche encore dans le MMO et pouvoir peut-être le réadapter. Ah, c'est intéressant ça. Pour une future extension. Clairement, le niveau 60 de Shadowlands, il n'est pas décidé au hasard. Les retours de classe aussi d'ailleurs. Et l'identité de classe et pas de spé, elle est clairement prise de WoW Classic. Et ils l'ont dit ouvertement lors des interviews, c'est que en fait, tous les joueurs de WoW Classic, mine de rien, et tous ceux qui sont revenus, ils ont vu ce qui marchait bien à ce moment-là, l'aspect communautaire, machin, etc. Et à mon avis, c'est pour... on a juste été des cobayes de test en fait en ressentant WoW Classic, alors que nous, ça nous a fait plaisir d'y jouer. Mais Sam, est-ce qu'il n'y a pas un problème maintenant aujourd'hui entre Blizzard et sa communauté, dans le sens où dès qu'on a une annonce qui plaît pas trop, c'est lever de bouclier et on a l'impression que Twitter prend feu? Alors bon, déjà il y a l'époque, les moyens de communication qui veulent ça. Aussi, il y a le fait qu'il y a un manque d'audace aussi depuis un moment, et c'est d'ailleurs pas pour rien que Enfin, ils ont aussi dit par exemple qu'ils licenciaient pour réembaucher des gens, pour remettre plus de devs, donc c'est aussi pour avoir des nouvelles idées, des choses comme ça. Ils avaient créé en interne une équipe pour avoir des projets à l'Hearthstone où des cellules très réduites vont faire des trucs novateurs. Mais effectivement, aujourd'hui, quoi que tu annonces, de toute façon, il y aura toujours des gens à qui ça plaira pas, ce sera pas assez audacieux, qui seront vexés. Ah, mais tu l'as copié sur tel truc qui existait déjà il y a 17 ans. Donc oui, je pense que c'est avant tout un problème d'époque, mais les joueurs ne demandent qu'à les aimer, je pense. Très bien. Dernier point peut-être, avant de conclure ce débat. Surik, est-ce que le modèle économique du futur de Blizzard, leur stratégie, elle est où ? Elle est dans les games as a service, dans l'e-sport, elle est en Europe, en Asie, qu'est-ce que ça implique ? Je sais que la question est vaste, mais vous aurez tous l'occasion de vous exprimer dessus, donc si tu peux nous donner ton point de vue sur un de ces questions. Je vais te donner une réponse par rapport à Overwatch 2. Très bien. Qui cristallise ce genre d'éléments, notamment le fait que, il y a eu la Fnac et Amazon qui ont commencé à sortir leurs précommandes pour Overwatch 2, qui ont mis à 70 €. Tout le monde a paniqué, même si c'est aucunement vrai. Ça n'a pas de confirmation. J'ai vu passer les threads sur Twitter, justement, on en parlait. Le Twitter a un peu pris feu. Là, c'est parti en feu, et ça a été un petit peu service de pompier pour essayer d'éteindre tout ça. Mais pour le coup, Overwatch 2 va poser la question de savoir comment Activision Blizzard va transitionner sur l'avenir et sur ses modèles économiques. On pense notamment, et c'est à des personnes qui avaient une opinion contraire au mien, j'ai écouté voir quel modèle économique ils pensaient. Beaucoup mentionnent le free-to-play comme la solution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des free-to-play qui s'imposent. League of Legends, on le connaît bien. Fortnite aussi, qui est des free-to-play et avec des microtransactions. On peut en faire beaucoup. Et je pense que Overwatch ou même d'autres jeux en termes de services, ça doit tendre vers le free-to-play parce que c'est le symbole de l'accessibilité et c'est ce qui paye aujourd'hui. Après, des gens n'ont pas envie de voir le free-to-play arriver, c'est peut-être pas la solution miracle, mais ça ferait partie d'une solution qui serait un peu plus complète. Je pense notamment Overwatch 2. Pour moi, un modèle, à force d'entendre tous les avis dessus, un modèle qui s'approcherait de quelque chose de bien, ce serait d'avoir un jeu qui est accessible à tous, mais qui serait gratuit, par exemple dans son contenu multijoueur. Et si on veut faire le PvE, on paye 15 €, 20 €, mais un ticket à l'entrée. Mais au moins tout ce qui est compétitif
pour aussi parler de l'e-sport, etc., pour aussi permettre à l'Overwatch League de se développer. Lutti en avait très bien parlé en stream, c'est d'avoir cette composante multiplayer qui soit complètement gratuite et qui permette à tout le monde de venir tester et de venir se faire une idée sur ce qu'est le jeu lui-même. Ouais. Guillaume, quand on parle de modèle économique, on parle aussi de qui on cherche à toucher. Peut-être qu'en développant des free-to-play, on cherche plus à aller vers l'Asie. Où est-ce que Blizzard a des vecteurs de croissance ? Est-ce que c'est encore chez nous, le vieil Occident, ou est-ce que c'est justement en Asie et c'est pour ça qu'on a eu tous ces problèmes avec Blitzchung parce qu'ils veulent draguer le marché Ouais, il y a évidemment l'Asie qui se met en ligne de mire parce que c'est un marché à plusieurs milliards potentiels de nouveaux joueurs. Alors j'aime bien ce côté potentiel parce qu'évidemment tous les gens en Chine ne jouent pas forcément, mais oui, effectivement la Chine est un vecteur de croissance pour Blizzard, mais également pour plein d'éditeurs qui veulent lancer leur free-to-play. On compte pas les déclinaisons de free-to-play qui ont été lancées notamment en Asie, mais le truc c'est que moi je suis assez d'accord avec toi dans le sens où en fait il faut quand même que Blizzard garde son identité de faiseur de jeu, dans le sens où évidemment il y a le côté e-sport et le côté free-to-play qui est évidemment la voie qu'il faut développer, notamment pour le côté multijoueur. Mais Blizzard doit aussi être des faiseurs de jeux dans le sens où il crée des univers, on en a parlé, il crée des personnages, il crée des situations et donc des personnages bien identifiables, et je pense que les développeurs en eux-mêmes ils veulent quand même garder cette indépendance de création, et donc l'indépendance de création ça se paye, ça se monnaie, et notamment dans le jeu solo, c'est pour ça qu'il faut qu'ils gardent un peu cette distance par rapport au free-to-play, et notamment par rapport à Riot qui eux sont clairement identifiés et voulant s'inscrire comme étant un éditeur exclusivement e-sport. Chloé ? Moi, je suis pas sûre d'être trop d'accord sur cette composante free-to-play, parce que ce qui fait le charme aussi de certains jeux, là prenons Overwatch vu qu'on en parlait, c'est le fait que certes on va le payer 30, 40, 50 et après le jeu il sera à nous, on pourra en faire ce qu'on en veut. Un free-to-play, les free-to-play, le but c'est d'essayer d'amener des gens, d'essayer de les garder, mais il y en a tellement qu'on est très très vite volatile et on passe de l'un à l'autre si on se rend compte qu'il n'y a pas quelque chose qui nous permet de nous tenir dans le jeu. Si on a payé 45 € pour un jeu, on va essayer de le saigner quand même un petit peu pour le rentabiliser avant de dire que je le remets sur l'étagère et puis j'y touche plus. Et ça permet aussi de financer après les développements futurs et aussi d'éviter quelque chose qui n'est pas très agréable sur Overwatch. J'imagine si c'était en free-to-play encore plus que maintenant où il est paiement, c'est les Smurfs, c'est-à-dire les comptes qu'on achète en plus pour avoir d'autres personnages avec d'autres niveaux. Si jamais on pouvait créer des comptes à l'infini, on se retrouverait avec beaucoup moins de joueurs que ce qu'il y a ce qui devrait être en fonction du nombre de comptes qui sont annoncés, avec des gens qui font de tout et n'importe quoi dessus. Avoir un compte payant, pour moi, ça lui donne de la valeur dans ce type de jeu. En fait, quand j'essaie de proposer cette solution qui est un petit peu à mi-chemin, parce que autant je suis d'avis avec Blizzard notamment d'avoir aussi ce ticket à l'entrée qui soit 30-40 €, mais au moins c'est mon jeu, c'est ma petite propriété. Mais c'est vrai que le free-to-play en fait avec ce ticket à l'entrée pour un contenu PvE serait une porte d'entrée et une adaptation de Blizzard, notamment dans cette idée de développer l'e-sport d'Overwatch, étant donné que maintenant on est sur des gros investissements. On est passé d'un Blizzard qui disait on annonce Overwatch, c'est un jeu multijoueur compétitif, on se lance uniquement là-dessus, et ensuite maintenant développe le PvE et fait un petit peu l'effet inverse de ce qu'elle avait fait avant, c'est-à-dire du contenu solo ou coopératif, et ensuite passer sur de l'éventuel compétitif, notamment avec StarCraft 2. Donc c'est une problématique qui est très compliquée, mais il est vrai, et justement j'avais entendu Lutti en parler, il disait que c'était véritablement le free-to-play qui permettait à tous les jeunes, tous les néophytes de se lancer sur Overwatch et de venir tester le jeu, simplement pour le comprendre, ne serait-ce que pour ça. Et après, la logique de Smurf, pour être proche de la communauté compétitive, il y en a déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'avec le free-to-play, il y en aurait encore plus, éventuellement de la toxicité, mais c'est un mal pour un bien. Chazi, dernière question qu'on a vue sur le chat au moins 2 fois. S'il manquait un type de jeu compétitif à Blizzard ou une nouvelle IP, ça serait quel type d'IP, quel type de jeu? Moi, je vais juste répondre avec le cœur parce que je suis un grand fan des jeux de combat depuis toujours. Donc pour moi, ce serait un jeu de combat à la Guilty Gear ou quelque chose dans le genre. Que Riot est en train de développer. Que Riot est en train de développer, oui, et voir. À voir. Ce serait peut-être le premier jeu de combat free-to-play. Du coup, qui va à grande échelle, je parle. Autour du plateau, un style de jeu qui vous ferait plaisir de voir arriver chez
J'étais très jaloux de l'annonce de Riot de leur jeu de combat et moi ça faisait un moment que j'attends ce genre de choses. Plutôt jeu de combat. Vous êtes d'accord tous les trois? Alors que c'est le genre de jeu qui marche le moins en e-sport. Oui, mais bon, avec l'arrivée de Riot et peut-être de Blizzard, ça serait peut-être autre chose. Ah, je sais pas, un petit Rock'n'Roll Racing qui viendrait renaître et surtout taper du Mario Kart, pourquoi pas? En vrai. C'est audacieux. Audacieux, ouais, complètement. Non, mais genre un jeu mobile, c'est comme ils ont sur. Oh là, attention, malheureux. Ah, pourquoi pas? On va voir déjà des Bleus Immortals, ce que ça peut. Il n'y a pas de mauvaise chose dans le jeu mobile. Hein. C'est vrai. Pour rester sur la dimension e-sport, un Battle Royale ça aurait pas été si choquant que ça non plus. Bah, ça faisait partie des spéculations pour les annonces éventuelles de cette Discord. Oui. Un Battle Royale qui pourrait croiser un peu tous les univers. C'est trop tard pour le Battle Royale. Ouais, c'est un peu tard aussi. Mais Heroes of the Storm, pareil, tu vois, et du coup ils se sont dit on va pas refaire la même erreur. Le tout, c'est de. Je pense, enfin, j'ai pas vraiment de genre particulier dans lequel je voudrais Blizzard, mais le tout, c'est d'avoir un univers qui est vraiment unique et qui aurait cette force d'attirer des joueurs. Parce que inventer un genre aujourd'hui, c'est compliqué. Bien sûr. Mais avoir un univers et respecter cette patte que Blizzard a depuis toujours, créer des univers uniques et passionnants, c'est peu importe le genre de jeu que ça va être. Si ça c'est accompli, le reste va suivre. Eh bien, messieurs, dames, ces mots pleins de sagesse marquent la fin de notre débat. Merci beaucoup. Et arrive le meilleur moment de l'émission, c'est le quiz musical. Alors, pour ce quiz musical, nous avons 5 morceaux. 1 point par morceau. Vous êtes 2 équipes, évidemment, l'équipe bleue et l'équipe rouge. Donc vous êtes désavantagés, j'en suis navré. Mais je ne veux même pas demander à Charlie de venir nous rejoindre en plateau parce que je pense qu'il n'aura aucune des réponses que vous avez. Parce que le thème d'aujourd'hui... Alors je vais finir les règles. Vous pouvez donner une réponse, si elle est mauvaise, la main passe à l'équipe adverse. Voilà. Bien sûr. Mais vous n'avez pas besoin de lever la main ou quoi que ce soit, vous avez un nom, vous me le dites. Oui. Le thème du jour, c'est tout sauf Blizzard. En fait, j'ai pris 5 morceaux qui sont issus de 5 genres de jeux où Blizzard officie, mais ce ne sont pas des jeux Blizzard. Et je vous dirai à chaque fois pour le premier morceau de quoi il s'agit. Et pour le premier morceau, nous sommes sur un MMORPG. Star Wars. Et tu perds la main. Cachez le chat. C'est un MMORPG qui fonctionne. Je suis pas allé chercher un truc qui a un free-to-play qui s'appelle... Pardon ? EVE Online ? Non, ce n'est pas EVE Online. La main repasse à l'équipe rouge. C'est pas Wildstar non plus, je voulais mettre Wildstar, mais c'était trop cruel. Je suis en train d'essayer de me souvenir de des MMO dont j'avais parlé dans le c'est un des rares qui fonctionne et c'est pas FF14, comme ça au moins. Ouais, mais ça, je me doute bien, oui. Si dans 5 secondes vous l'avez pas, je repasse la main à Guillaume qui a l'air de l'avoir. Non, je l'ai pas. Ah, d'accord, très bien. Online, non ? Exactement, bravo. C'est le main team de Zelda Scrolls Online, donc ça fait 1-0 pour l'équipe rouge. Pour le deuxième morceau, nous passons dans le FPS en arène. Il n'y en a pas beaucoup des FPS en arène. Je sais pas ce que c'est. Paladin ? Non. Non, mais c'est très bien tenté. Un qui n'a pas vraiment marché. Pas du tout, même on se moque de lui en plus. Du coup, j'ai envie d'essayer un truc. Une réelle. Non, la main repasse. Non, allez-y, la main est à vous, la main. Battleborn ? Exactement. Oh là 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 là. Qu'il est fort. Très bien. C'est Battleborn, donc qui peut-être c'est un peu comme les Battle Royale. On s'est dit après la sortie d'Overwatch, chouette, on va pouvoir décliner à toutes les sauces. Et puis en fait, il y a le jeu de Cliff Bleszinski aussi qui me sort de la tête. Ah oui. Radical. Non, Radical, c'était le. Lawbreakers. Lawbreakers, exactement, qui avait l'air super et qui finalement tellement. Qui était super. Quelle tristesse pour Battleborn qui s'est retrouvé à 3€ après 3 semaines. Voilà. Bac à solde. Pour le troisième morceau, on part sur le jeu de cartes. Gwent. Il a dit le nom exact, donc effectivement c'est Gwent, le jeu qui est un spin-off de The Witcher 3, parce que dans The Witcher 3 il y avait un jeu de cartes à l'intérieur qui était vraiment très très bien. Ils en ont fait un spin-off qui marchouille. C'est pas la folie. Moi, ça marche pas de ouf. Il marche chez les fans de The Witcher en fait. Oui, c'est ça, voilà. C'est tout. Et il manque peut-être l'aspect mobile. Il vient de sortir sur iOS. Peut-être que son arrivée sur Android permettrait de démocratiser plus largement. Pour le quatrième morceau, nous passons du côté des RTS. Age of Empire 2. Non. Age of Empire. Non. C'est Age of Mythology. Exactement.
Ah, bien joué. 4-0 là pour l'équipe rouge, c'est rude, alors que vous êtes que 2. Oh là 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 là. Bon, le dernier morceau, j'aime bien les jeux comme ça. Il est très simple, c'est du MOBA. League of Legends. Bravo. C'est le morceau. C'est la chanson de cette année. KDA. Non, c'est pas celle de cette année. C'est l'année dernière. Oui, voilà. Le morceau KDA qui m'a été. Je connais pas du tout League of Legends, donc on m'a dit que c'était un morceau iconique du jeu, donc voilà. Je crois que c'est cette année. C'est cette année. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est bien cette année tout à l'heure. Ouais. Je ne sais pas, donc je pense que tu as raison. Bien joué. Merci. Écoutez, de ton équipe. C'est avec un score Merci, de 4-1. Vous avez sauvé l'honneur, donc bravo à vous. Mais surtout, bravo à toi quand même, parce que tu as carré la team. Oui, Age of Mythology. Oui, mais très bien. J'ai passé beaucoup trop de temps dessus. Voilà. Alors maintenant nous allons donc passer aux recommandations. Est-ce que vous aurez rapidement une ou deux recommandations, que ce soit un jeu, un livre, un film, un bar Chloé? J'ai une non-recommandation. Une non-recommandation. N'allez pas chez le médecin aux États-Unis, ça coûte cher. Alors, tu as une petite mésaventure là-bas? Légère. D'accord. Donc et t'as pas une vraie recommandation, un truc un peu plus. Là comme ça, non. D'accord. Guillaume? Alors si, peut-être. Recommandation hardware. Alors, je sais pas si vous avez déjà eu ça dans l'émission. Moi, je recommande la Nvidia Shield. Nvidia Shield TV, la dernière, celle qui est en forme de cylindre, là, qui est moins chère que l'autre, parce qu'en fait c'est une super box Android TV, figure-toi, que tu peux brancher à n'importe quel écran. Il y a également un système d'IA qui te permet en fait de l'upscale pour le passer en fausse 4K, en tout cas pour avoir des meilleures images, et surtout tu peux installer tout ce que tu veux comme service dessus. Et en fait quand t'as pas de télé connectée, c'est une super expérience, et je recommande. C'est la meilleure box Android TV sur le moment, si vous êtes intéressé un peu à ce genre. Je te poserai des questions hors plateau parce que j'en ai une, et je veux une question sur le streaming notamment. Yes. Suri? Je vais faire dans l'originalité, tester Overwatch. Écoute, très bien. Oui, il est disponible maintenant même. Ah, quelqu'un a joué à la version Switch? Non, pas du tout. Bon, d'accord. Sam? Un bouquin. Oui, c'était sur l'inspiration de Game of Thrones, Les Rois maudits de Maurice Druon. D'accord. J'avais lu il y a pas longtemps, et dont on sent très nettement l'inspiration que ça a provoqué chez Martine. Et si vous aimez les choses bien écrites, les intrigues politiques et l'histoire, c'est assez touffu. Il y a 6 tomes, mais ça vaut largement la lecture. D'accord, très bien. Moi je vais vous recommander Radiant, qui est actuellement sorti sur Netflix, si je dis pas de bêtises, qui était sur ADN à l'époque, et c'est une super série d'animation française en plus, qui plus est. C'est de l'animation japonaise, mais fait par des Français, et c'est incroyable. Voilà. D'accord, très bien. J'ai pensé, j'ai éventuellement trouvé. Vas-y. Alors, je ne l'ai pas encore vu, mais ça fait très très longtemps que je l'attends. Il y a l'adaptation en série de la trilogie À la croisée des mondes de Philippe Pullman qui est sortie ce mardi, il me semble, via OCS. Oui. Et avec un casting qui n'est pas des moindres. Donc moi je suis très très curieuse, j'adorais la saga quand j'étais petite. Et, je crois qu'Océane, qui était en plateau la semaine dernière, n'a pas vraiment apprécié le pilote, mais je pense qu'elle aura l'occasion de nous en parler dans une autre émission. Et c'est un pilote, donc j'ai envie de dire, il ne faut pas... Très bien. Pour ma part, j'ai joué quelques heures à Death Stranding, et le jeu, je le trouve assez intéressant pour l'instant. Je pense, Guillaume, que la semaine prochaine, tu auras peut-être l'occasion de... J'ai commencé à écrire le test, je vous jure, c'est incroyable. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, ça clôt donc ce segment de recommandations. Avant de nous quitter, on va quand même savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver. Sam, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur les réseaux sociaux et YouTube notamment. Quels sont tes alias? Sam Vostok, VOSTOK. D'accord, donc Twitter, YouTube. Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. D'accord. Chazy? Chazy TV, SHAZY TV. D'accord. Vous pouvez me retrouver pareil sur Twitter, principalement sur Twitter en fait, et avec Sam sur YouTube pour les vidéos. Je vous conseille vos vidéos de lore si vous êtes un peu intéressé par Warcraft, elles sont quand même assez impressionnantes. Notamment dans la dernière, quand tu fais des retours sur des choses d'avant où tu te souviens de tout, c'est assez impressionnant. Donc je viens d'avoir des gens qui nous racontent l'histoire comme ça. Suri, où est-ce qu'on peut te retrouver? Notamment sur Twitter majoritairement, également YouTube, donc Alex_Suriplay pour Twitter, et YouTube Suriplay. D'accord, très bien.
Quant à nous, vous pouvez nous retrouver @hyperlink-RVL sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch parce que ça nous aide beaucoup à nous développer et à continuer de vous fournir des émissions qui sont, on l'espère, de qualité. Enfin, une petite nouveauté, tous les mardis soirs maintenant, on va rediffuser les émissions en direct, enfin, sur Twitch en pseudo direct. Donc n'hésitez pas, si vous avez raté une émission, à vous connecter le mardi suivant. Vous pourrez nous retrouver. Voilà, donc pour nous c'est la fin, comme le dit l'expression consacrée. C'est la fin des shows. C'est la fin de ce numéro 107 d'Hyperlink. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci à tous sur le chat. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. J'ai pas pu y répondre parce qu'on avait beaucoup de choses à dire en plateau. J'en suis très navré. N'hésitez pas à nous écrire sur Twitter. On vous répondra. La semaine prochaine, je garde le siège parce que Karel veut parler de Yu Suzuki. Donc je vais devoir présenter l'émission. Tu seras là, Guillaume. On va s'amuser avec Yu Suzuki. Parce qu'il y a un jeu qui sort qui s'appelle Shenmue 3. Voilà, donc l'occasion de revenir sur un homme, sa vie, son œuvre. En attendant, bon dimanche à vous, à très vite. Et merci encore, ciao. Ciao. Salut. Bye bye. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.